Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus nombreux et nombreuses pour cette session de rentrée de l'Université populaire des transitions qui devient petit à petit une institution sur le territoire. Je pense qu'on a ici des personnes qui ont déjà participé à d'autres sessions puisque maintenant ça fait plusieurs années que ce cycle fonctionne et nous sommes toujours ravis de voir que ces thématiques intéressent la population. Je suis Sébastien Maire, délégué général de l'association France Ville et Territoire durable, qui est une association qui regroupe l'État, des collectivités dont la communauté de communes Terre d'Argentan, des entreprises et des experts et qui vise à accélérer les démarches de transition écologique et faire monter les territoires en résilience. J'aurai le plaisir d'animer cette soirée, une soirée avec deux invités de marque que je vous présenterai juste après. Mais pour vous mettre en jambes dans cette soirée, on va commencer par vous faire un petit peu travailler avec votre téléphone portable, si vous en êtes d'accord, et je veux bien qu'en régie, voilà, on va vous proposer de répondre d'abord à une question, pour prendre un peu le pouls de la salle sur la thématique qui nous réunit ce soir, les tensions qui peuvent exister entre la transition écologique et les questions sociales. Les réponses seront directement communiquées juste après. Il y aura deux séries de questions. Je vous propose, pour celles et ceux qui le souhaitent, de vous connecter tout de suite sur le lien qu'on va peut-être mettre. Sinon, vous tapez Menti sur Google, M-E-N-T-I, vous arrivez directement dessus. Vous tapez ce code et vous allez directement arriver à la première question. Tout le monde a vu le code ? Bon, elle n'était pas trop compliquée la question, je pense. Alors, est-ce qu'on peut commencer à voir la question et peut-être quelques résultats ? Alors, pensez-vous que la transition écologique soit une manière d'améliorer les conditions de vie des plus modestes, impossible et punitive pour les habitants les plus modestes? Ah, mais ça va descendre jusqu'où? Bon, on voit tout de suite quel type de personnes on a dans la salle, ou en tout cas comment elles sont déjà plus ou moins conscientisées sur les questions qu'on va voir tout à l'heure. Je pense qu'on est pas mal. Écoutez, en tout cas, c'est écrasant. Et comme on va aborder ce soir dans le débat, dans la discussion, et une chose importante, c'est qu'il faudra pendant tout le long du débat, je vous dirai comment, que vous n'hésitiez pas à intervenir. On parlera de cette notion d'écologie punitive, notamment parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup et qui est à la source finalement de cette idée que la transition écologique, c'est pas pour les plus modestes, que c'est une affaire de bobos. Donc on va y revenir. Je propose qu'on passe tout de suite à la seconde question. Est-ce qu'il faut retaper le même code? Non, c'est bon, la deuxième va s'afficher directement? Normalement, ça doit fonctionner. Donc, pensez-vous que la transition écologique soit d'abord la responsabilité des habitants les plus aisés, la responsabilité de tous de manière indifférenciée? Bon, je glisse dans la première question, de manière indifférenciée est un sujet important. C'est pour ça qu'on l'a mis, le petit bout de phrase. Ah, du coup, ça remonte? Ah non, on a voté, on peut pas voter deux fois, de toute façon. Écoutez, je trouve que c'est assez intéressant. Nos intervenants réagiront sur les résultats de la salle, notamment pour donner leur propre point de vue, soit en tant que praticien, soit en tant que chercheur. Mais là, on a quand même une nette majorité sur le fait que la responsabilité, ça relève de la responsabilité de tous de manière indifférenciée. Ça remonte un petit peu en bas. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. À la moitié de cette session, on reposera à nouveau des questions de la même manière. Avant que je démarre mon introduction, je veux signaler qu'on va essayer de rendre cet échange le plus participatif possible. Il y aura deux façons de poser des questions, d'interpeller les intervenants, de demander des précisions ou de témoigner, de donner vos points de vue, vos avis. Vous êtes là aussi pour ça. Après la présentation de chacun de nos deux intervenants, j'ouvrirai un temps
Pour le public, vous levez la main, on vous passera un micro et vous pourrez tout de suite intervenir. Et pour les plus timides d'entre vous, qui n'oseraient pas poser une question en direct devant tout le monde, il y a normalement, ou il y avait tout à l'heure, un numéro de téléphone. Je ne sais pas si on peut le remettre. Il est en bas, vous le voyez? Ah oui, oui. Bon, il est ce numéro. Alors c'est pas le mien, c'est celui de Juliette. Je devrais pas le dire. C'est son vrai 07. Vous pouvez envoyer des questions par SMS. Vous n'osez pas prendre la parole, vous posez la question et de temps en temps, Juliette viendra me voir en me disant « Tiens, là j'ai peut-être quelques questions » et on lui donnera la parole pour qu'elle puisse se faire le relais de vos questions. Mais évidemment, si vous vous en sentez le courage, le mieux c'est qu'on vous entende directement et puis qu'on puisse créer des échanges. Je vais commencer par quelques mots d'introduction de la thématique de ce soir avec quelques chiffres, quelques données assez récentes pour poser le débat. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'en France, on est un pays riche. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Si on compare la France avec le reste du monde, nous faisons toujours partie des pays les plus riches. Et depuis 1950, le volume du produit intérieur brut n'a cessé d'augmenter. Il y a eu des petites pauses ou des petites baisses. Vous en voyez une première ici, c'est la crise de 2008. Et évidemment, ça s'arrête en 2019. Vous verriez le même décrochage juste après avec le Covid. Mais nous sommes revenus depuis à un niveau supérieur à celui de l'avant-Covid. C'est-à-dire que la création de richesse en France, depuis 50 ans, n'a jamais cessé de progresser, de richesse en général. Et malgré tout, alors que le taux de pauvreté en France était stable depuis 30 ans, stable à 14%, c'est pas terrible non plus pour un pays riche. 14% des habitantes et des habitants en dessous du seuil de pauvreté, c'est quand même pas terrible. Mais une étude récente, qui était rétrospective, a montré que dès 2023, on a augmenté ce taux et on a même dépassé les 15% en France. C'est-à-dire que malgré le fait que notre pays produisent toujours plus de richesses, ça n'empêche absolument pas les pauvres de devenir plus pauvres et on a même une augmentation de la pauvreté dans notre pays. Là, vous avez une publication, je vais dire soft, d'une certaine presse. Vous reconnaissez le journal du dimanche. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas, le journal du dimanche appartient au groupe Bolloré. Peut-être que ça va vous parler. Qui a beaucoup mis en avant cette notion dont vous avez certainement entendu parler de backlash écologique. Alors c'est un mot anglais pour dire, grosso modo, l'écologie, ça commence à bien faire. Une autre phrase célèbre d'il y a quelques années. Et on a eu des dossiers, des sujets qui ont cristallisé les tensions. Et une certaine sphère médiatique et politique s'est complètement emparée de ce sujet pour faire croire finalement que c'était un sujet majeur pour la population. Les zones à faible émission, vous savez, c'est ce qui était prévu puisque c'est suspendu aujourd'hui. Zones à faible émission pour limiter la pollution de l'air qui est aujourd'hui le premier facteur de mortalité en France. Si on enlève de mortalité subie, évidemment on met pas le tabac, l'alcool ou ces choses comme ça dedans, mais la pollution de l'air aujourd'hui, c'est le premier facteur de mortalité en France. Donc les pouvoirs publics avaient décidé de mettre en place des dispositifs qui visaient à limiter la pollution automobile dans les villes, les grandes agglomérations, mais qui passaient par une obligation d'achat de véhicules moins polluants pour des véhicules qui sont anciens. Et effectivement, c'est quelque chose qui a pu poser problème à beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas se racheter une voiture. Le zéro artificialisation nette, autre gros sujet. Alors c'est un terme... En gros, on s'est trop étalé et notre mode d'aménagement depuis 50 ans, qui est d'ailleurs différent de celui de l'Europe, avec ce qu'on a appelé l'étalement urbain, le développement pavillonnaire, entraîne tout un tas de conséquences pour la gestion de nos territoires qui vont poser des gros problèmes pour l'avenir. Il y en a plein, mais je donne un exemple. Les inondations par ruissellement, qui arrivent d'ailleurs de plus en plus sur le territoire
ici, pas forcément à Argentan, mais dans le département. Vous savez, c'est quand il se met à pleuvoir beaucoup en haut d'une montagne, et puis il pleut l'équivalent de 2 mois en une journée, et d'un seul coup, les rues, les chemins, les routes se transforment en torrents. Ça, aujourd'hui, c'est pas pris en compte par la réglementation, et c'est parce qu'on a changé le cycle de l'eau, la façon dont l'eau circulait, parce qu'on a artificialisé, changé. Les pratiques agricoles sont pour beaucoup aussi sur ça. Donc le législateur disait maintenant, on a assez construit, on va faire avec ce qu'on a et on va limiter. Et cette certaine presse a beaucoup dit non, les habitants sont pas du tout d'accord, etc. Et puis il y a toutes les questions sur la rénovation énergétique aussi. Vous avez entendu parler des DPE. Je vais pas rentrer plus dans les détails à ce stade. Et ça, c'est un autre sondage qui a 2 jours. 2 jours, qui a été réalisé par Ipsos pour le compte du réseau Action Climat, qui est une grande ONG nationale qui travaille sur les questions climatiques. Et on voit que ce que nous dit une certaine presse n'est pas tout à fait la réalité, a priori. 87% des Français qui se disent favorables au maintien du zéro artificialisation net. 75% qui souhaitent conditionner les aides publiques aux entreprises à des engagements écologiques et sociaux. 78% des Français estiment qu'il faut limiter le plus possible l'usage des pesticides, en particulier pour protéger la santé. Et 75% se disent favorables au développement des énergies renouvelables, solaires et éoliens. Alors je sais qu'on est ici dans un territoire d'accueil des énergies renouvelables, exemplaire au niveau départemental, notamment sur l'éolien, mais vous savez que l'éolien a aussi été un sujet de controverse, et il l'est toujours, sur de très nombreux territoires. On peut passer au slide suivant. Sur la question de la transition énergétique, on l'a vu, beaucoup de personnes sont tout à fait favorables au passage aux énergies renouvelables, mais ça c'est un autre sondage, toujours fait par l'Ipsos, un petit peu plus ancien, qui date du 10 juillet. 87% des Français considèrent la transition énergétique comme un facteur important, d'une manière générale, pour le vote au municipal, mais d'une manière générale. En revanche, c'est pas pour protéger la planète, les générations futures, ou etc. C'est parce que, a priori, la transition énergétique nous permettra, et c'est juste, de nous protéger des aléas, des hausses, des baisses, des cours de l'énergie à l'échelle mondiale. Donc c'est une donnée intéressante, c'est-à-dire que dans le sondage d'avant, on pourrait croire que tout le monde est par principe intéressé par la transition écologique, etc. Mais évidemment, les questions économiques sont là. Et ça tombe bien parce que ça va être le sujet de notre soirée, cette tension entre la volonté qu'on peut avoir d'être vertueux au niveau de son comportement écologique et puis la capacité économique qu'on peut avoir à le faire. Je vais terminer par deux chiffres sur les questions climatiques uniquement, les émissions de carbone. Au niveau mondial, ça représente au niveau mondial les 1% les plus riches produisent plus de gaz à effet de serre que les 50% les plus pauvres. Donc si on veut avoir un grand gain immédiat en matière de gaz à effet de serre, faut-il, passez-moi les... Non, j'allais dire un gros mot. Faut-il aller embêter les plus pauvres d'abord ou cibler ceux pour lesquels, alors là, l'impact, il sera direct, efficace, etc. Je vous laisse répondre à cette question, peut-être plus tard dans le débat, mais c'est quand même un vrai sujet. D'autant plus que, comme vous le savez, ce sont les personnes les plus modestes qui sont les premières victimes du dérèglement climatique, alors qu'elles ne sont pas les premières contributrices aux gaz à effet de serre. Les personnes les plus modestes en ville, par exemple, n'ont pas de maison de campagne, ne partent pas en vacances et restent en ville pendant les canicules. Les personnes, etc. Donc, il y a vraiment cette question de justice climatique ou d'inégalité sur la question climatique. Et on va terminer par quelques chiffres en France. Bon, désolé pour Bernard Arnault, mais le slide était déjà fait. Mais c'est quand même intéressant de voir que, vous voyez, 3,8 tonnes de CO2 pour les 50% les plus pauvres dans notre pays. Vous savez que l'objectif des accords de Paris, c'est-à-dire qu'on soit tous à la neutralité carbone en 2050 à l'échelle mondiale et qu'on compense autant qu'on émet d'émissions de carbone, implique que chaque habitante ou chaque habitant sur la planète n'émette pas plus de 2 tonnes. Et les 50% de nos concitoyens les plus modestes sont pas très loin déjà. Hein. Donc la question de l'effort qui doit être réalisé pour baisser les émissions de gaz à effet de serre
se pose vraiment de manière importante. Vous avez pu voir dans la presse le fait, par exemple, que le kérosène des jets privés et des yachts n'est toujours pas taxé, alors que vous, quand vous partez en vacances avec votre famille, on vous taxe le carburant que vous utilisez. Vous en utilisez beaucoup moins, par ailleurs, qu'un yacht ou un jet privé. Hein. Donc cette question-là, elle semble être centrale, et je terminerai en disant que il y a beaucoup de sondages ont montré que la majorité de la population était tout à fait prête, avait été consciente des enjeux, déjà, et était prête à faire autrement. Mais à une condition, que ça se fasse dans la justice. Et des personnes qui étaient prêtes à s'engager disent aujourd'hui, moi je ne m'engagerai pas si Bernard Arnault il continue de cramer en un seul vol ce que moi je vais cramer dans tout le reste de ma vie comme émission de carbone. Donc c'est un frein à la transition écologique. Voilà pour ces quelques premiers mots d'introduction. Et je vais vous présenter maintenant nos deux invités de renom. Et je vais commencer par accueillir sur scène, s'il le veut bien, Jacques Lévy. Jacques Lévy, qui est un géographe, professeur émérite de l'université de Reims, une star du secteur qui a même reçu, alors je ne veux pas donner l'équivalent du prix Nobel de géographie, enfin on l'appelle comme ça. Il est directeur de la chaire Intelligence spatiale de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Il est auteur de nombreux ouvrages, il a reçu de nombreux prix et distinctions. Il est même à l'origine d'une théorie générale sur le concept d'urbanité et je pourrais pas évidemment, il a exploré énormément de domaines. La cartographie, je peux pas tout citer. Mais pour ce qui nous concerne ce soir, j'ai retenu une phrase que j'ai trouvée intéressante. Vous travaillez en particulier sur la notion de justice spatiale fondée sur l'urbanité, l'habité, ER, et la coproduction de biens publics. Et je pense qu'on aura l'occasion de vous demander de nous expliquer ça, la coproduction de biens publics et cette notion de justice spatiale. Il est notamment spécialiste des questions urbain-rural que d'ailleurs il conteste sur cette distinction entre l'urbain et le rural. Il nous expliquera pourquoi tout à l'heure. Et merci beaucoup Jacques Lévy d'avoir accepté cette invitation et d'être avec nous ce soir. En visio, nous avons la chance, et sa tête devrait apparaître ici, normalement, le voilà. Bonjour Ferris Barkat. Alors Ferris Barkat, une autre star, pas tout à fait de la même génération. Je dis son âge à lui, mais je le dis pas pour vous. 23 ans Ferris, c'est ça, si Wikipédia s'est pas trompé? Ouais, exactement. C'est bien ça. Il a grandi dans la banlieue de Strasbourg. Et puis après le bac, il a étudié à la prestigieuse London School of Economics, mais ça lui a pas trop plu. Et en deuxième année, il a décidé de quitter cette école, de revenir en France, et il a notamment cofondé l'association désormais très célèbre qui s'appelle Banlieue Climat et qui vise à sensibiliser les jeunes de 16 à 25 ans sur ces questions écologiques qu'il considère pas assez présentes ni dans cette génération ni dans certains lieux du territoire. Alors, on vous présente parfois Ferris comme un activiste, comme un influenceur, je sais pas quel est le terme que vous préférez. Et merci beaucoup d'avoir accepté de participer ce soir à nos échanges. Je vais commencer par vous donner la parole, si vous en êtes d'accord. Peut-être pour que vous puissiez nous rappeler un peu, aller un peu plus dans le détail, peut-être de Banlieue Climat. Et n'hésitez pas à réagir sur ce qu'on a déjà dit, ce que vous avez vu, les chiffres que j'ai présentés tout à l'heure. C'est à vous. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Désolé de ne pas pouvoir être présent en physique. On a une soirée qu'on organise au musée de l'immigration ce samedi et justement ça fait partie de cette stratégie de réappropriation des espaces qui nous ont été volés, et un des espaces qui a été volé le plus fortement et le plus injustement possible, c'est celui de l'écologie, c'est celui de l'expertise scientifique sur les questions écologiques, parce que généralement on est réduit à aller nettoyer votre quartier, aller ramasser les déchets. Et justement, nous, ce qu'on a voulu proposer avec une formation de 8 heures, donc on accompagne des jeunes beaucoup éloignés du système scolaire, en réinsertion, qui sortent de prison, peu importe, et que la deuxième chance, on est là juste pour cibler ceux qui sont les plus éloignés de la question écologique, précisément parce que
c'est eux les plus touchés. Et effectivement, on peut pas faire comme si, quand on regarde un rapport du GIEC, qu'on voit plus 3 plus 4 degrés, on a l'impression qu'on est tous dans la même situation, alors que pas du tout. Et donc nous, avec cette notion de premier concerné, on essaie de outiller, et c'est de l'éducation populaire, donc c'est des outils pédagogiques, sur la question environnementale en France, mais pas que, et sur chaque territoire ensuite, des projets de ferme urbaine, de plaidoyer sur la qualité de l'air. Il y a un groupe de mamans qu'on a accompagné sur la question du mercure dans le thon, qui est allé jusqu'à se mobiliser contre Leclerc parce qu'il faisait des promotions au moment où le scandale est sorti. Enfin bref, plein d'actions pour essayer de faire en sorte que les premiers concernés se structurent, s'organisent, pour essayer de faire en sorte de se libérer et de s'émanciper. La question fondamentale, elle n'est pas éthique. C'est facile de responsabiliser les individus. Dans un monde imparfait, on peut pas être parfait. Dans un monde malade, on peut pas être en bonne santé. La question, elle est plus d'un point de vue politique. Comment les structures déterminent les comportements, comment les structures déterminent l'intime, et comment on se retrouve avec des personnes qui, avec toute la bonne volonté du monde, ne peuvent pas, que ce soit économiquement, que ce soit d'un point de vue juste cognitif, euh, supporter cette contradiction d'avoir toute la journée des gens qui te disent de consommer et toi qui dois te réguler tout seul, surtout dans des espaces où les propagandes elles sont d'autant plus fortes, d'autant plus pernicieuses, à travers Snapchat, à travers les réseaux, à travers plein de moyens de publicité. Donc on n'est pas sur une logique très individualisante, on est sur une logique très collective. On est parti faire Saint-Ouen, Strasbourg à vélo cet été avec un groupe de mamans et de jeunes et d'enfants, pour justement recréer une culture du vélo, essayer d'envoyer des messages, parce que quand il y a des mamans comme ça qui vont commencer à être interviewées sur France Info en train de faire du vélo, elles vont véhiculer un message qui va être nouveau à la question du vélo, que ce soit parce que des femmes sont excisées, que ce soit parce que c'était culturellement bizarre de faire du vélo, que ce soit parce que ah, c'est pas stylé ou peu importe. Toutes ces raisons font qu'on n'avait pas forcément cette culture-là, donc on essaie de retravailler ça. Et nous, on a un grand message, c'est de se dire que le problème, c'est pas justement le message, c'est le messager. Et que toute question qui doit être abordée de politisation, d'écologie ou quoi que ce soit, doit se faire dans une forme d'identification des personnes qu'on va mettre devant les premiers concernés. Donc il y a des jeunes que moi, je peux accompagner, d'autres que non. J'ai pas vécu la prison, moi. Donc il y a des jeunes dans l'équipe qu'on a recrutés, qui sont salariés, qui ont leur parcours de vie et qui ont cette réalité-là en tête, qui vont permettre de créer du lien. Donc malgré toute la bonne volonté du monde, et ça c'est le problème, je pense, du mouvement climat de manière générale, c'est que les bonnes intentions euh, laissent penser qu'on peut gommer le manque de représentativité. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde en disant, écoutez, là je suis là pour le bien commun parce que les cours d'eau sont pollués et qu'il y a, tu disais, 100 000 personnes qui meurent de la pollution par an en France. On est à 9 millions dans le monde. 9 millions. On est sur des PM1, 1 micromètre de diamètre. On réalise même pas les cataclysmes que ça fait d'un point de vue sanitaire, parce que on peut pas vraiment, quand quelqu'un meurt, savoir la cause exacte. Donc c'est multifactoriel, mais c'est terrible. Donc la bonne intention de se dire, là je vais lutter contre ça, ne permet pas d'enlever le manque de représentativité, parce que la représentation, c'est ça qui est la clé du passage de la connaissance. La connaissance, elle n'est pas neutre, elle est articulée d'une certaine manière avec des mots qui sont plus ou moins situés, avec des connotations. Quand je parle d'écologie à la Paillade à Montpellier ou quand je parle d'écologie à la Sorbonne, c'est pas la même réception, c'est pas la même chose qui va être faite. Moi, là, depuis la rentrée, depuis le 23 septembre, je commence à donner des cours à la Sorbonne. Et donc, c'est absolument fascinant parce que j'ai une classe de 40 étudiants que je vois toutes les semaines, à qui je dois faire des cours sur la question de la violence sociale et environnementale et les mécanismes d'invisibilisation. Et toutes les semaines, on se voit, on rigole et tout, on fait des cours. Et c'est fascinant parce que c'est tellement plus facile. Moi, ça fait 3 ans que je travaille avec des publics qui sont éloignés total. Et donc, il y a un rapport même aux mots d'un point de vue grammatical qui est différent. Et ce qui est le plus triste, c'est que malheureusement, ce rapport-là aux mots fait que tu as un rapport à la réalité qui est différent. Il y a toujours cette question sur la pensée et le langage. Qui est-ce qui crée le langage? Est-ce que c'est d'abord une pensée qu'on articule en mots, ou est-ce qu'il y a d'abord des mots qui créent la pensée? Et généralement, on a tendance à répondre que c'est la pensée qui précéderait le langage, alors que pas du tout. Si t'es pas incapable d'avoir les concepts, si t'es pas capable d'avoir les mots pour décrire une forme de réalité, en réalité, t'es même pas capable de la penser elle-même. Et donc, cette violence-là environnementale, parce qu'on est sur celle-ci, mais il y en a plein d'autres, malheureusement, on n'a pas toujours les outils, les mots, la grammaire pour la visibiliser. Donc, nous, on essaye de distribuer ça comme on peut à des jeunes, des mamans. On a plus de 1000 jeunes qui sont formés. On va partir avec un groupe à la COP30 au Brésil, là, en novembre. Et le but, c'est justement d'essayer ensuite localement se structurer, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir structurer une génération qui va faire un plaidoyer, qui va pouvoir permettre de s'imposer en politique ou de
juste faire passer des lois parce que l'outil législatif est assez sous-investi. Donc voilà un peu en résumé ce que je fais sur l'écologie et puis sur la culture. La culture, c'est un peu la même logique. La, la bourgeoisie industrielle s'est structurée à travers les colonies, à travers l'esclavage, à travers plein de choses à l'époque et ça a fait qu'on a pris des ressources, on a extrait des ressources. L'extractivisme industriel a permis à cette bourgeoisie de créer ensuite un extractivisme culturel. C'est-à-dire que les récits des terres sont ensuite réappropriés par une industrie musicale, une industrie cinématographique qui va venir faire de l'argent sur le fruit de ces exilés-là, sur le fruit de cette immigration, sur le fruit de nous, en fait, de nos histoires. Donc il faut qu'on se réapproprie ça, parce qu'eux, ils n'ont pas intérêt à parler des violences sociales et environnementales, ils n'ont pas intérêt à visibiliser. De temps en temps, il y a un film sur les tirailleurs en disant, regardez, on a parlé des tirailleurs, trop bien, merci Omar Sy. Mais même ça, ça commence à recréer un décalage. Donc en fait, il faut qu'on reprenne les moyens de production culturelle, c'est ce qu'on fait. Moi, je travaille beaucoup avec le Palais de Tokyo depuis 3 ans maintenant, enfin 2 ans et demi, mais là on travaille avec le musée de l'immigration aussi pour essayer enfin une expo qui arrive, la migration et climat, qui commence ce week-end, et justement on va avoir des médiateurs dans les expositions qui vont venir de chez nous. On va avoir toute une soirée là ce samedi où c'est nous qui faisons toute la programmation avec justement des MNA, des mineurs non accompagnés, Utopia 56, plein d'assauts de primo-arrivants qui vont venir porter leur discours dans des endroits qui, malheureusement, sont souvent un peu trop fermés. Donc reprendre le capital symbolique, reprendre le capital culturel pour ensuite visibiliser les violences et les violences sociales, environnementales, peu importe, d'une manière à ce que culturellement, on puisse imposer nos récits et ne pas laisser notamment l'extrême droite maîtriser les médias, les préfectures et tout ce qui suit. Merci beaucoup, Ferris. Peut-être une question ou deux. Je crois que vous avez dit, vous voulez maintenant vous structurer au niveau local. Ça veut dire partout en France ? Oui, oui, nous on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que c'est les municipalités qui achètent nos formations. Donc, on a un modèle économique où les jeunes qu'on forme deviennent ensuite formateurs et sont rémunérés pour faire des formations. Donc, par exemple, on a signé en février dernier avec Strasbourg pour 300 jeunes formés. Et donc à Strasbourg, on a une antenne locale. Moi, j'ai Strasbourg, donc ça me tenait à cœur qu'on commence là-bas, mais on a fait ça à Montpellier, on a fait ça à Marseille, on a fait ça à Rennes. Donc le but, c'est effectivement de structurer localement des groupes de jeunes premiers concernés qui ensuite sont en mesure d'être rémunérés. Et donc on est obligé de passer par les municipalités, on est obligé de passer par des institutions locales qui nous permettent de... On travaille avec l'EPID, notamment à Strasbourg, qui accompagne des jeunes. Donc en fait, pour qu'il y ait un modèle économique qui fasse qu'on soit pas trop dépendant des fondations, et ben on passe par localement des structures. C'est très clair. Alors je pense que le territoire ici sera intéressé par la suite pour en savoir plus. Vous restez avec nous, Ferris, hein, et on va donner maintenant la parole à Jacques Lévy. Et j'ai envie de dire, sans aucune question, avec d'abord une réaction, à la fois peut-être à ce que j'ai raconté en introduction, à ce qu'a dit Ferris, et puis sur le thème général de la soirée. Les chercheurs ont la tête très bien faite, il va s'en sortir super bien. Merci d'abord de votre invitation. Je suis très, très honoré d'être parmi vous ici. Mais c'est pas facile de réagir dans la mesure où il y a eu beaucoup de choses qui globalement étaient passionnantes, justes, auxquelles j'ai pas forcément besoin de réagir. Peut-être qu'on pourrait... est-ce que c'est possible de repasser une image qui a déjà été passée ? Celle où il y avait la deuxième question qu'on a posée. On va voir tout de suite si c'est possible de retrouver la deuxième question du Menti. Parce que j'ai trouvé que... Enfin, si j'avais eu à répondre, voilà, j'aurais eu du mal parce que, en fait, la responsabilité de tous de manière indifférenciée, je trouve que c'est très dur. On est quand même dans une société qui prône l'égalité. On a un impôt qui n'est non seulement proportionnel, mais progressif. C'est-à-dire que ceux qui ont plus de moyens contribuent plus que proportionnellement à leurs ressources. Hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être un problème, hein, mais disons que ça fait presque un siècle maintenant que l'impôt sur le revenu, il est progressif. Et donc, on sait que
l'impôt sur le revenu, ce n'est qu'une partie de la fiscalité, et que quand on est plus riche, la part des revenus qu'on utilise pour la consommation est plus faible. Donc en fait, les moins riches, ils payent plus de TVA. Hein. Donc au total, globalement, à part les très riches, on en a beaucoup parlé récemment à propos de la taxe Zuckman, tout le monde paye à peu près à peu près le même taux de taxation de l'ordre de 50%. Mais tout notre système qui vise la justice, justement, accepte l'idée d'une différenciation. Pas forcément dans les mots, d'ailleurs, parce qu'il y a encore cette tradition que la justice, ce serait de ne pas différencier. Mais on voit bien, et votre exposé a été très clair sur ce point, c'est que si on ne différencie pas, on est injuste. Donc, moi, j'aurais préféré qu'on me pose, si j'avais eu à répondre à la question, qu'on me pose d'abord la question, autrement la question, c'est-à-dire de manière proportionnée et pas indifférenciée. Mais il y a quelque chose qui est quand même intéressant dans les deux formulations qui suppose un acquis, c'est le mot responsabilité. Et donc, c'est vous qui l'avez formulé, donc vous avez le droit de répondre. Pourquoi vous avez utilisé le terme de responsabilité ? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je pense que c'est une conviction profonde qu'on est tous responsables, et pour tout vous dire, on ne s'est pas posé la question. C'est arrivé directement, ouais. Naturellement. Voilà. Et je pense que ça correspond aussi à un moment historique, pas seulement sur les questions d'environnement naturel, de climat, mais aussi parce que peu ou prou, on n'a pas forcément des discussions de philosophie politique tous les jours au Café du Commerce, mais quand même, moi qui travaille sur la notion de justice, je vois à quel point ça veut dire quelque chose à tout le monde. Si vous demandez de but en blanc à des gens qu'est-ce qu'une société juste, ils ont tout de suite une réponse. On a fait un livre qui s'appelait Théorie de la justice spatiale, et c'était fondé sur plusieurs enquêtes, dont une non directive, où on avait des gens, on leur demandait qu'est-ce qu'une société juste. Eh ben, ils avaient quelques millisecondes de surprise, et ensuite leur discours était prêt. Ils savent ce que c'est pour eux une société juste. Donc je pense qu'aujourd'hui, la notion de justice, elle intègre quelque chose d'assez simple, c'est que la liberté de construire sa vie, c'est le grand objectif, en fait, de tous les habitants, et non pas seulement être à sa place. Hein, donc, c'est le fait de pouvoir inventer sa vie. Ça, c'est une société juste. Mais plus on a de liberté, plus on a aussi de responsabilité. Et ça, c'est une idée qui n'est pas forcément adoptée par tous, qui est peut-être relativement récente, qui est en débat, parce qu'il y a aussi des gens qui pensent que au-dessous d'un certain seuil, il n'y a plus de responsabilité. Hein. Donc c'est aussi une tradition chrétienne qui dit que les pauvres, en fait, ont un excédent de moralité qui fait que, de toute façon, ils iront au paradis. Donc, il ne faut pas leur demander les mêmes choses qu'aux riches. Et ça, effectivement, on comprend comment ça peut fonctionner dans une société de caste tellement clivée que, même s'ils habitent dans le même immeuble haussmannien, les riches et les pauvres ne font presque pas partie de la même espèce. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a une espèce de continuum. Il y en a qui sont plus riches que d'autres, qui ont plus de capacités que d'autres, de diplômes, etc. Mais de proche en proche, on peut quand même dire que on passe de l'un à l'autre sans rupture majeure. Et c'est pour ça que l'idée de proportionner la responsabilité devient quelque chose de simple. C'est-à-dire que si on avait dit ça, bon, vous n'avez pas non plus réagi, vous n'êtes pas insurgé avec l'idée d'indifférenciation, et vous avez été majoritaire à choisir cette formule, mais si on vous avait dit proportionné, je pense que vous n'auriez pas été contre. Donc, voilà, c'est une de mes réactions, c'est-à-dire que tous responsables, mais en fonction de ce qu'on est. Hein, et donc, il y a un grand théoricien de la justice qui s'appelle John Rawls, qui a dit qu'il fallait donner quand même un privilège
aux plus pauvres, parce que la justice, c'est aussi de diminuer les écarts quand ils sont importants. Donc, c'est pas juste une espèce de ruissellement proportionnel, c'est aussi de changer la condition des gens qui, en fait, et là je passe à un autre auteur qui est Amartya Sen, qui en fait n'ont pas les capacités d'inventer leur propre vie. Donc, ils sont coincés. Donc, à propos de la pauvreté, on a souvent dit qu'il faut plusieurs générations pour sortir de la trappe, enfin du piège, du cercle vicieux de la pauvreté. La pauvreté rend pauvre. Et donc, c'est logique que parfois, la différenciation, elle mette le paquet sur des situations particulièrement dures, pas forcément en termes de redistribution. Et c'est là aussi que j'ai encore le temps pour une deuxième réaction. Donc, sur la question du climat, il n'est pas certain que la meilleure façon de la poser, ça soit de considérer que chaque individu a une part de la solution et que la somme de ces parts fait la solution d'ensemble à la question du réchauffement climatique, à l'enjeu du réchauffement climatique. Je pense que ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une dépolitisation de l'enjeu climatique. Donc, si c'était le cas, on n'aurait pas besoin de politique. Chacun ferait, comme on dit ad nauseam dans les médias, les petits gestes pour l'environnement. Ça m'énerve un peu, donc je me permets d'en profiter pour vous le dire. Mais ça m'énerve un peu pour cette raison-là. C'est-à-dire que la question du climat, c'est fondamentalement une question politique, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne peut être résolue que par la société dans son ensemble. Les citoyens ou les consommateurs ou les habitants, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à faire. Mais c'est quoi les grands leviers pour sortir du réchauffement ? C'est les sources d'énergie. Fondamentalement, c'est des décisions politiques complexes d'ailleurs, pas les mêmes pour toutes les sociétés, mais on voit bien que les énergies renouvelables, le nucléaire, le pétrole, le gaz, c'est pas des décisions individuelles qui vont faire ça. Deuxièmement, la question de l'isolation thermique, enfin de la rénovation thermique, là, on sait qu'il y a un acte individuel à faire, mais ça va énormément dépendre pour tout le monde, parce que c'est cher pour tout le monde. Donc même les riches, quand leur copropriété leur annonce qu'ils vont devoir payer 10 fois plus de charges parce qu'il y a de la rénovation thermique pendant une année ou deux, ils font la tête. Et donc, on voit bien que le rythme de changement, il a une composante politique. Sur la mobilité, on en reparlera peut-être tout à l'heure parce que j'ai un petit jeu à vous proposer, mais c'est vrai qu'il y a des choix individuels, mais dans un contexte donné, on est aussi tributaire de choix à long terme qu'on a déjà fait. Et donc, la question, par exemple, de la solution il y a une solution, par exemple, à l'usage de la voiture, c'est que tout le monde habite dans le centre de Paris. Dans le centre de Paris, dans Paris intramuros, il n'y a que 4% des déplacements qui se font en voiture. Le problème est réglé. Mais bon, il y a 2 millions de résidents là, 2 500 000 si on prend les gens qui ne sont pas des résidents et qui vivent d'une façon ou d'une autre. Donc, même si tout le monde voulait habiter à Paris, ça serait pas simple. Ça aurait un coût, et un coût pas seulement monétaire. Enfin, ça poserait des tas de problèmes a priori insolubles. Donc, en fait, il faut accepter l'idée que pour un certain temps, il y ait des voitures individuelles qui soient une solution importante à la question de la mobilité, et donc le choix de la voiture électrique plutôt que le choix de la non-voiture. Et donc le choix de la voiture électrique, comme on veut que ça aille vite, c'est quand même une des caractéristiques de cet enjeu du climat, c'est que ce ne sont pas les sociétés qui fixent le rythme. Les sociétés ont compris le problème, ça c'est un phénomène complètement nouveau, c'est qu'on change notre façon
de vivre, on va changer notre façon de vivre à cause de résultats de la science, à cause de nouvelles connaissances qui nous ont permis de comprendre qu'il y avait un problème avec les gaz à effet de serre, chose qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques décennies. Donc le résultat, c'est qu'on a compris qu'on n'était pas maître du calendrier. On est obligé d'aller plus vite qu'on aurait été si on avait dit « Ah oui, c'est mieux, il y a moins de pollution, c'est mieux de se passer de voiture, etc. » Mais on ne peut pas tout à fait faire ça. On est obligé d'accélérer le processus. Et donc, est-ce que la solution, c'est pas de voitures ou des voitures électriques ? Bon, c'est assez simple. Là, dans une société comme la France, c'est voiture électrique. Et donc, à nouveau, c'est bien par le politique qu'on doit passer. Et donc, moi, je trouve que c'est un peu une fausse solution que de débiter, je dirais, les émissions par groupe, après par individu. On va dire, toi, je t'ai vu, t'as pris ta voiture pour aller acheter le pain alors que tu aurais pu aller à pied. Donc, c'est une société du soupçon. Et bien que n'étant pas payé par le groupe Bolloré, enfin, pas à ma connaissance, je pense qu'en effet, il y a un débat aujourd'hui entre ceux qui considèrent que l'humanité n'a rien à faire. On continue comme avant, ça s'est toujours bien arrangé. Donc les défenseurs du modèle agro-industriel, du type Trump, si vous voulez, et il y a aussi d'autres gens, à mon avis, il y a 3 grands courants. Un autre courant qui dit l'humanité a péché, l'humanité a fauté, l'humanité est criminelle. Si elle n'était pas là, tout se passerait mieux. Et donc, il faut qu'elle paye sa dette. On parle beaucoup de dette écologique. Donc, c'est une vision religieuse aussi qui est hostile à la notion de développement. Donc, il y a des gens, par exemple, de ce courant qui disent « on a essayé le développement durable, mais ça ne marche pas. Donc, il n'y a plus que la décroissance. » Donc, c'est des courants qui semblent très opposés. En fait, ce matin, c'était ce matin, ils ont voté à peu près pareil au Parlement, les deux. Mais donc, il faut faire attention à... je simplifie, mais ça je veux dire que les deux ont en commun de refuser l'idée qui était posée par la question, est-ce que cette transition, moi j'appelle ça bifurcation écologique, est-ce que ça peut être profitable ? Est-ce que ça peut être une nouvelle phase de développement profitable à tous, avec tous les problèmes de développement habituels, que ça doit être, tout le monde doit en profiter, on est bien d'accord, mais est-ce que ça peut rentrer dans une logique de développement ? Donc ça, c'est le 3e courant développement durable, donc qui s'oppose, je dirais, presque symétriquement au courant du maintien du modèle agro-industriel qui dit « faites ce que vous voulez, on s'en fiche des conséquences », du type, disons, libertarien, et puis un courant de certains écologistes qui mobilisent, je dirais, un type d'argument plutôt religieux. Ça commence très fort. Merci beaucoup pour ces 2 premières interventions, Féris et Jacques. Et on va tout de suite donner la parole au public en commençant par les questions par SMS. Merci. Oui, effectivement, pour rebondir sur ce que vous dites, Monsieur Lévy, il y a une petite nuance là qui est faite par téléphone sur la question de la responsabilité. La remarque étant, la question de la responsabilité, c'est-à-dire qui peut faire quelque chose, est différente de qui est coupable et qui doit réparer plus. J'extrapole en disant peut-être la notion de pollueur-payeur. Voilà. Merci. Avant de vous demander vos réponses, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Quelqu'un veut prendre la parole ? On a un micro qui peut circuler. Alors je me baisse un peu pour pas avoir... C'est toujours difficile, la première question. Si vous voulez, on passe directement à la deuxième. Non ? Pas encore ? Ah, voilà. Madame. Merci. Bonjour. Moi, j'avais une question sur... tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait 2 partis qui auraient voté la même chose, enfin qui se rejoignaient en tout cas. Est-ce que vous pouvez développer sur ce point ? Et aussi, vous dites qu'il y a 3 courants, 3 manières de lutter pour l'environnement ou de ne pas lutter. Donc soit ne rien faire,
soit être dans une forme de courant religieux, d'après ce que vous disiez, soit être entre les deux pour le développement durable. Moi, j'aimerais savoir ce que ça veut dire être dans le courant un peu religieux, c'est-à-dire décroissant. Je crois que vous l'avez... Enfin, j'avais l'impression qu'en tout cas, dans la pensée que vous teniez, c'était la même chose. Voilà, c'est mes 2 questions. Merci beaucoup. Encore une ? On en reste là pour l'instant. Sur la première question de responsabilité, lequel de vous deux, Ferris ou Jacques, souhaite répondre en premier ? Ferris, vous souhaitez prendre la parole maintenant ? Bah, c'était pour Jacques la question, je crois, non? Mais après, Ouais, la deuxième, oui. Mais la première était un peu pour les deux. Bah alors, Jacques, après vous. Non, j'ai fait preuve de beaucoup de simplisme. C'était pour lancer le débat, parce que j'ai mis dans la même catégorie des choses et des gens, des idées et des gens qui ne sont pas forcément exactement... Je veux dire, le vote de la censure, c'était un peu une blague, mais il y a quand même... Je ne l'ai pas non plus dit par hasard. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, et là je m'écarte de la question du climat, les Lumières, l'héritage des Lumières, il est contesté par plusieurs courants politiques. Il y a un certain nombre de gens qui disent que l'idée d'émancipation, qui est la phrase de Kant qui dit « qu'est-ce que les Lumières ?» c'est sortir de l'état, c'est pour l'humanité, sortir de l'état de tutelle, qui est le mot contraire de émancipation, dont il est lui-même responsable, dont elle est elle-même responsable, l'humanité. Donc c'est extrêmement simple et extrêmement puissant. C'est-à-dire que nous nous sommes mis nous-mêmes dans un état de dépendance à des pouvoirs, à des normes qui nous oppriment, et donc nous devons nous en émanciper. Donc il a dit ça à la fin du XVIIIe siècle. Donc en gros, je simplifie encore, mais il y a des gens qui disent ce programme, il a été en partie accompli, mais pas complètement, donc on continue. Il y a beaucoup de domaines d'émancipation à développer. Par exemple, celui qui avait longtemps été un peu laissé en jachère, qui est la domination des femmes par les hommes. Donc un domaine très clair d'émancipation où les choses avancent, mais pourraient avancer plus vite, plus fort. On découvre des choses pas très agréables qui existaient, mais que maintenant on ne supporte plus. Donc le processus d'émancipation, je prends juste cet exemple, mais il y en a d'autres. Mais donc, vous voyez, il y a des gens qui disent le programme des Lumières continue. Et puis il y a des gens qui disent non, de toute façon, les humains sont égoïstes, c'est la jungle, donc il vaut mieux être bien placé, donc les Lumières, ça ne nous intéresse pas. Et donc qui sont plutôt, par exemple, libertariens, donc qui ne veulent pas, par exemple, de redistribution, parce qu'ils pensent que c'est les planqués qui vont recevoir les subventions, c'est les paresseux, et que finalement, si on joue sur les inégalités naturelles, on aura quand même de la croissance. Évidemment, il y aura des gens qui en profiteront beaucoup plus que les autres, mais il y aura un petit ruissellement quand même pour les autres, et tout le monde sera content. Et puis, il y a ceux qui disent que le temps de l'émancipation est terminé. Donc, par exemple, un penseur qui disparut récemment, Bruno Latour, qui d'ailleurs lui-même s'assumait comme appartenant à une tradition chrétienne. Il a été séminariste et il n'était pas contre l'idée d'un retour, enfin je ne sais pas si c'est un retour, enfin en tout cas d'un appel aux religieux. Donc en fait, il dit il ne faut pas chercher à diminuer notre indépendance, notre hétéronomie, c'est-à-dire le contraire de l'autonomie. Il faut assumer le fait que nous ne sommes pas autonomes, donc par rapport à la nature, mais aussi plus généralement. Et donc vous voyez quelque chose de super passionnant. J'ai un ami qui s'appelle Olivier Lazzarotti qui travaille sur la notion d'habiter, et il m'a fait découvrir quelque chose qui est évident une fois qu'on l'a vu, c'est qu'en fait la nature, on lui fait dire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est une réalité qui par définition ne dépend pas de nous, enfin le monde biologique et physique, mais
à qui on peut faire dire ce qu'on veut, en fait. C'est-à-dire, si on dit la nature commande la croissance, ou la nature commande la décroissance, ou la nature commande l'égoïsme, on va toujours trouver des ressources. Et donc, je pense que c'est un courant qui n'est pas, en fait, lié à la nature, fondamentalement. C'est un courant conservateur qui dit il faut arrêter, il faut protéger, il n'y a plus de développement, il faut du care. Vous avez vu, là, il y a eu une manifestation contre le canal Seine-Nord. Donc, on comprend que pour défendre la nature, l'autoroute à 69, ça ne soit pas génial, parce que ça fait plus de voitures qui vont émettre. Bon, mais en gros, les mêmes courants écologistes radicaux, ils sont contre le TGV, Bordeaux-Toulouse. Ils sont contre les canaux qui pourtant visent à déplacer le fret vers la voie d'eau, qui émet beaucoup moins. Ils sont même contre, en Île-de-France, la construction d'une station de métro dans une zone qui est mitée, où il y a actuellement de la grande culture céréalière, et qui a un trou dans l'agglomération. Donc ça veut dire que ça augmente les distances. Donc le fait de remplir ça dans une urbanisation plus compacte, ça devrait leur plaire. Mais en fait, ils sont contre la mobilité en général. Ils sont contre toute infrastructure qui va permettre aux humains de se déplacer. Donc vous voyez ce que je veux dire par le fait de refuser l'idée de marche en avant de l'humanité. Ils disent que c'est prométhéen, et pour eux, c'est sale. Et il faut qu'on passe vous voyez l'idée. À l'autre question, oui, et on n'aura pas le temps d'ailleurs. Mais je devais un peu de développement parce que j'avais été tellement simplificateur. Mais je pense que le sujet que vous abordez là, moi, je ne sais pas ce qu'en pensera la communauté de communes ou la ville, mais moi, j'aurais envie de vous dire plein de choses sur cette question des lumières aussi, mais c'est pas mon rôle d'animateur. Je dis juste une chose qui pourrait faire l'objet. Aujourd'hui, le premier sujet, c'est le vivant. Et les Lumières ont justement instauré cette différenciation terrible entre l'humain et le reste du vivant, qui crée des biais cognitifs monstrueux dans la façon dont aujourd'hui, par exemple, on va dire une infrastructure, c'est pas grave, sans tenir compte du fait qu'elle détruit du vivant dont nous sommes dépendants. Bon, c'est un grand débat, donc on pourra avoir. Mais est-ce que vous avez compris? Enfin, moi, je serais incapable de reformuler la première question par SMS sur la responsabilité. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui avait été dit pour voir si on peut juste faire une petite réponse courte sur la réponse SMS? Non, peut-être Juliette pourrait nous la répéter. Allez, Juliette. J'avais pas l'impression qu'elle était très précise. Elle sera peut-être aussi pour Ferris, je pense. Ah oui. La remarque étant, la question de la responsabilité, / qui peut faire quelque chose, est différente de qui est coupable et qui doit réparer le plus. Oui, c'est ça. Bon, donc vous voyez, j'ai déjà répondu, donc je vais être très bref et je laisse Ferris répondre. Mais au fond, entre responsabilité et culpabilité, il y a une sacrée différence. Évidemment. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire au fond. Merci beaucoup. Ferris, une réaction? Oui, alors, sur quelle question? Ce débat qu'il y a eu là sur ces différentes visions de l'écologie, notamment, cette question de qui est responsable. Si ça vous inspire pas à ce stade, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous redonner la parole juste après. Non, mais moi, de toute façon, tout ce qui est en rapport avec responsabilité ou grande marche évolutive de l'humanité, toutes ces questions, pour moi, elles sont très, très dépolitisantes. C'est-à-dire que la responsabilité individuelle n'existe pas trop, ou n'existe même pas du tout, si on devrait vraiment se conformer à ce qui se passe en sociologie depuis Bourdieu, et si on devait même répliquer ça au système pénal, on s'en sortirait pas trop. Mais en réalité, quand on parle d'une responsabilité individuelle, il n'y a pas d'émancipation des femmes elles-mêmes sur une structure patriarcale. Ça ne marche pas. Les structures infiltrent les cœurs, infiltrent les âmes, et donc à partir de ce moment-là, on est dépendant d'une structure patriarcale qui s'installe et qui n'est pas là de tout temps et naturelle. Il ne faut pas commencer à naturaliser les dominations. Et donc, revenir dans un système aussi qui parle d'une grande marche de l'humanité, c'est un peu les mêmes qui parlent du striatum et qui te disent que l'humain est fait pour consommer et pour regarder, le cerveau humain est fait pour absolument croître. C'est pas vrai. Les Waorani, en Amazonie, c'est le peuple avec la meilleure santé au monde. Donc Waorani, W-A-O-R-I-N-I, je crois. Vous pourrez regarder des documentaires sur eux, c'est absolument fascinant. Et leur manière d'habiter l'espace n'est pas la même.
Même au Japon, le Japon qui est très technologique, leur manière d'utiliser une technologie n'est pas la même. Parce que eux, ils ont eu Hiroshima et Nagasaki sur la gueule, ils sont là, ils sont choqués depuis 200 ans. Donc bien sûr que les œuvres qu'ils vont produire vont être très différentes au niveau du rapport qu'ils vont avoir au progrès, au niveau du rapport qu'ils vont avoir avec l'évolution et la modernité. Et donc c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, réinvestir un concept qu'on a oublié, qui est celui de pharmacon, de Platon, et qui consiste à se dire que toute technologie, toute innovation, tout truc a à la fois la potentialité d'être un remède et un poison. Et en Occident, on a oublié la partie poison parce qu'on veut se présenter comme étant des gens civilisés et qui avançons vers une grande marche. Sauf que cette grande marche, à nouveau, elle repose sur l'asservissement, l'extraction de peuples. Enfin, si on parle juste de transition énergétique, ça aussi c'est une idée d'évolution, d'avancée. Mais cette transition, elle repose sur quoi? Sur du cobalt. Le cobalt, 70% des réserves, elles sont en RDC. Donc en réalité, le confort de se dire que nous, on doit s'émanciper, le confort de se dire que nous, on doit s'améliorer en tant qu'être humain, il repose sur le fait que d'autres populations, d'autres pays n'ont pas la capacité d'évoluer tout court parce que on leur vole leurs terres et on leur exproprie leur vie en vrai. Merci Ferris, c'est très clair, très intéressant là cet échange qui vient d'avoir lieu. Peut-être juste un chiffre pour illustrer ce que vous avez dit sur la responsabilité individuelle sur les sujets du climat. Un exemple type, je vous ai dit tout à l'heure que quand on compte ce que chaque personne en moyenne devrait dépenser, c'est 2 tonnes. En France, le simple fonctionnement des services publics, c'est déjà 2 tonnes par personne. Donc ça illustre parfaitement ce que vous avez dit, et ça, le fonctionnement des services publics, si peut-être avec son bulletin de vote, et encore, l'habitant tout seul a pas la main dessus, et donc il dépasse déjà ce qu'on devrait arriver à faire en 2050, juste parce qu'il y a un service public dans notre pays. Donc ça illustre, je trouve, très bien ce que vous avez dit tout à l'heure, et cet échange sur la liberté, sur la responsabilité, individuelle, était vraiment passionnant. Je voudrais maintenant qu'on donne la parole à des invités. Ils sont dans la salle, un invité en premier lieu. Je aborder juste un sujet, on change de sujet. Ces questions d'injustice sociale par rapport au bon comportement écologique, on la retrouve souvent, par exemple, sur les questions d'alimentation. Le bio et le circuit court, c'est un truc de bobo. Ça coûte plus cher et c'est pas du tout la nourriture pour des personnes modestes. Et je voudrais à ce stade qu'on puisse donner la parole à Arthur Bord, qui est directeur de l'association Graines en Main. Il va nous expliquer 2 mots sur son association, et puis je crois qu'il a pas mal de contre-exemples par rapport à ce que je viens de dire. Montez avec nous, peut-être si ça vous dérange pas, qu'on vous voit quand même. Bonsoir. Je viens par ici ? Eh ben voilà, oui. Installez-vous. Comme ça, je me sentirai moins seul. Ben voilà. Très rapidement, l'association Graines en Main, donc on est situé à côté du Havre, dans un petit village qui s'appelle Étainhus. L'association, elle est née en 2016 avec pour volonté de pérenniser et de reprendre l'activité d'une exploitation maraîchère bio, qui fonctionnait essentiellement sur un fonctionnement de livraison d'AMAP. Et on a pu racheter cette ferme grâce à un apport citoyen très conséquent qu'on a levé en 6 semaines. On a levé 120 000 euros. Parce qu'il faut savoir que le foncier autour du Havre, comme autour de beaucoup de grandes villes, est cher. Le foncier agricole et le foncier bâti. Donc c'était quasiment 400 000 euros. Et voilà, contre toute attente, après avoir subi de très nombreux écueils, notamment auprès de la politique publique, on a réussi, grâce à cet apport citoyen, à racheter cette ferme. Et donc, on est très heureux d'être chez nous, à Graines en Main. Et on y a développé un chantier d'insertion en maraîchage bio sur le modèle des jardins de Cocagne. Et donc, on accompagne vers l'emploi des personnes qui, voilà, de toutes origines et avec tout type de casseroles derrière eux, et le support de travail et le maraîchage. Et on avait repris cette activité de fournir des paniers et également d'être présent sur des marchés de plein vent. Et assez rapidement, on a constaté, ça a été très fort au moment du Covid, mais c'était déjà quand même le cas avant, qu'il y avait quand même une baisse, un désamour pour les légumes bio. Et aussi, ce qui nous touchait beaucoup, c'est qu'en fait, on voyait bien que nos légumes s'adressaient essentiellement à une population aisée,
voire conscientisée, voire militante dans les AMAP. Et c'était formidable, hein, mais c'était pas ce qu'on avait envie de défendre. Et on souhaitait que nos légumes s'adressent à tous. Et on s'est lancé dans un programme national qui est porté par le réseau Cocagne, qui fédère 100 jardins de cocagne en France, qui s'appelle les paniers solidaires et qui a pour vocation de proposer des paniers à un tarif très préférentiel. On est à un tiers du prix du panier en général, donc là actuellement nos paniers sont arrivés à 12 €, donc c'est 4 € le panier. Donc voilà, on est parti la fleur au fusil en se disant c'est super, si on propose des légumes moins chers, tout le monde va en manger. Et il y a eu plutôt un engouement au départ, effectivement, et sauf qu'on s'est dit, mais en fait, si on veut qu'ils soient mangés, il faut déjà les adresser aux bonnes personnes, aux bons endroits. Et donc, on a très vite tissé du lien avec les quartiers du Havre, notamment, donc avec les centres sociaux, les CCAS et tout ça, pour essayer de connaître ces gens-là qui pourraient potentiellement avoir envie de nos paniers. Et donc, voilà, on a commencé à quitter les champs pour aller à la ville, et où on allait déjà, mais plutôt dans les centres-villes, et à rencontrer cette population qui est très exclue de plein de manières différentes, hein, mobilité, accès au commerce, accès à l'alimentation, enfin, et très vite on s'est rendu compte que qu'en fait, il suffit pas de proposer des paniers, même s'ils sont pas chers, pour que les gens les mangent. Et très vite, on s'est retrouvé confronté à la même problématique auprès de personnes précaires qu'on rencontrait auprès de personnes aisées. C'est-à-dire que le format panier, le format manger des légumes de saison toute l'année, toutes les semaines, moi le premier, c'est pas facile tous les jours. Voilà, pourtant, moi je suis adhérent du NAMAP depuis 15 ans, je continue toutes les semaines. Voilà, c'est parfois une gageure. Et donc, on s'est attelé. Alors, j'ai pu profiter d'apports, hein, pour tout ça. J'ai pas pensé ça tout seul, évidemment. Puis j'ai une super équipe. Mais on s'est dit, si ce problème, il est récurrent partout, que ce soit chez les précaires et chez les plus aisés, il va falloir qu'on s'attelle à accompagner une modification des pratiques. Et donc là, on a commencé un travail de fourmi. On s'est formé à des nouvelles techniques culinaires, notamment. On s'est formé à des techniques de cuisine du quotidien, de cuisine nourricière. Et en fait, et là, on a ouvert une boîte de Pandore gigantesque, qui était de dire, ah ouais, en fait, là, on s'attelle un gros bébé. Et en fait, nous, le parti pris qu'on a eu, c'était de se dire, en fait, si on donne des leçons, on fait chier tout le monde. Si on dit faut manger bien, faut manger bio, faut manger sain, on ennuie tout le monde. Et donc on s'est dit en fait, il faut passer par le faire. Et donc on a multiplié les façons de faire. Et on a développé tout un panel d'actions. Et donc maintenant, on produit bien plus que des légumes, on produit de l'alimentation, et donc on cuisine beaucoup, c'est-à-dire qu'on transforme nos propres légumes en plats préparés, on fait un peu des formats buffet, formats traiteur et tout, et on a développé toute une approche culinaire pour aller s'adresser aux personnes, essayer de les toucher, avoir un éventail qui toucherait le plus de personnes possible. Et donc on développe beaucoup de sensibilisation, de dégustation, d'ateliers cuisine, et notamment notre concept préféré qu'on a, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, mais en tout cas on s'éclate à le faire, c'est les ateliers cuisine de rue. En fait, on propose de la cuisine partout. Et donc on va se poser n'importe où, devant une sortie d'école, au pied d'un immeuble, devant un CCAS, hier on était au Havre pour notre journée de l'alimentation, on était au sein de Cocrioville, là, un des QPV du Havre, et on a sorti les Barnum, et on était 10 à co-animer l'atelier, et on avait un atelier découpe légumes, un atelier fabrication de tartinades de légumineuses, un atelier pain chapati, et dégustation. Et on a accueilli 200 personnes, beaucoup de jeunes, et qui en fait venaient se goinfrer avec nous. Et en fait, on n'a donné aucune leçon à personne. Par contre, on s'est saisi de leur présence pour faire des démonstrations en live, quoi, et de dire, en fait, manger des légumineuses, c'est pas triste.
En fait, manger des super. légumineuses. Tu peux te faire un kebab bio pour que dalle, avec une boîte de haricots blancs dans laquelle tu vas mettre quelques épices ou des olives ou des échalotes, et tu vas manger des légumes crus, tu vas le mettre dans ton pain pita, puis ça va te dégouliner partout là, et tu vas juste prendre plaisir à manger, et après tu vas te poser des questions si tu as envie, et après on reviendra, et après voilà. Donc voilà, c'était. Il faut faire un partenariat avec Banlieue Climat, non? Intéressant, je pense. Ferris, vous avez entendu l'intervention? Parce que je trouve que c'est très proche de ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur les donneurs de leçons qui arrivent et qui disent voilà, faut faire ci, faut faire ça. Sur l'alimentation, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, Ferris. C'est aussi un sujet, l'alimentation dans l'activité de Banlieue Climat. Ouais, bien sûr. On a formé des jeunes qui travaillent sur un projet de sécurité sociale de l'alimentation à Montpellier, et qui justement essaient de structurer, mais qui parfois n'ont pas forcément toujours l'appui de la ville. Donc c'est compliqué, et en même temps, il y a des villes comme Montpellier, Strasbourg qui sont assez motrices là-dessus, mais on dépend beaucoup du bon vouloir politique pour en tout cas instaurer des projets comme ça, ou être en mesure sinon de s'autonomiser avec un projet de ferme urbaine qu'on a à Strasbourg actuellement, avec des jeunes qui viennent du quartier et qui s'occupent de cette ferme-là, sauf que cette ferme à la base elle appartient à une association qui n'est pas du territoire. Et à partir du moment où il y a ce décalage qui se crée avec des gens qui ne sont pas du lieu mais qui s'approprient un lieu ou une idée, encore une fois avec toute la bonne volonté du monde dont je parlais avant, il faut encore réussir à faire le passage avec une forme d'identification, de représentation qui va permettre de faciliter les échanges. Nous, on s'est battu pour que des services civiques du quartier soient recrutés. C'est ce qui s'est passé à la fin. Mais je pense que les gens ne réalisent pas à quel point dans chaque territoire c'est compliqué, que ce soit à cause des partis politiques ou à cause des associations qui sont déjà implantées. C'est compliqué de réussir à faire une place, que ce soit une place, quand je parle de place, c'est une place économique, là, c'est qu'un jeune soit en alternance, en stage, recruté pour animer le quartier et faire en sorte que sur les questions d'alimentation, par exemple, il se passe quelque chose. Donc je pense qu'il y a voilà, un premier frein, c'est la manière dont on outille les premiers concernés, et le deuxième, c'est parfois la limite du système en tant que tel. Sur le mercure, on a beaucoup bossé avec l'association Bloom, et le fait de essayer de faire passer une loi parce que voilà, vu que le thon c'est en haut de la chaîne alimentaire, forcément il va stocker plus de mercure que les autres poissons parce qu'il les mange, et donc il fallait rabaisser un peu les normes. On s'est mobilisé, on a mobilisé des mamans, elles se sont fait former, c'était incroyable. Elles sont allées jusqu'au siège de Jean-Michel Dore-Leclerc. Allô Michel, t'es où, t'es pas là? C'était trop bien. Mais à la fin, la maman en question qui a porté le projet, elle reçoit un appel de la police. Qu'un OPJ qui l'appelle en disant mais bonjour, qui est-ce qui vous envoie, etc. Mais dans quel monde on est? Dans quel monde on est pour que des mamans qui se mobilisent, qui en a rien à cirer de l'écologie, qui se disent attends, je suis en train d'empoisonner mes enfants. Les maladies neurodégénératives de plus en plus sont liées au mercure, donc je vais essayer de faire en sorte de protéger la santé de mes enfants. Et ils se retrouvent menacés comme ça. Donc malheureusement, il y a aussi un sujet, il faut incarner, mais de par qui on est, de par ce qu'on représente, forcément va y avoir cette présomption de culpabilité, cette présomption d'impureté qu'on voit aussi dans toutes les études sur l'épistémologie des témoignages, quoi. Quand un blanc va s'accaparer une question comparée à un jeune issu de l'immigration, surtout de quartier populaire, ça va être perçu de la manière très différente. Les mots qui vont être adossés vont être très différents. Donc il y a aussi une limite qui est plus sur la perception des premiers concernés, des personnes issues de l'immigration, de la diaspora, et leur rapport à la lutte qui peut pas être généralisé. Donc quand on veut juste s'intéresser aux questions de santé, là c'était pacifiquement un groupe de mamans qui sont allées déposer une lettre au siège de Leclerc. On a vu ce que ça a produit. Donc il faut qu'on soit en mesure de tous se protéger et comprendre que militer, ça n'a pas la même signification, ça n'a pas les mêmes implications, et ce genre de projet, ça n'a pas les mêmes résonances en fonction de qui le porte. Que ce soit au niveau du résultat ou au niveau de la connexion qu'on va avoir avec les habitants. Merci beaucoup Ferris, c'était très clair. Merci d'applaudir Arthur Bord qui est venu sur scène. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous demander de ressortir vos téléphones et on va afficher un deuxième
Menti, un nouveau code, ou je ne sais pas, c'est peut-être le même d'ailleurs, mais il y aura une nouvelle question. Et de nouveau, on va faire 2 questions à la suite. Alors, on va être sur les déplacements. Dans le choix de nos modes de déplacement, on doit pouvoir être complètement libre de choisir selon ce qui nous convient le mieux, prendre en compte d'autres aspects, comme le climat, la santé publique ou la qualité de vie. On vous laisse quelques dizaines de secondes. Je dirais que ça se stabilise. Ça remonte un peu. Mais ça vote toujours, là? Tant qu'il y a des pouces, c'est que ça vote, c'est ça? J'avoue que je ne suis pas spécialiste. Mais on ne peut pas voter plusieurs fois, j'espère, Alice. On ne peut pas bourrer les urnes. Non, c'est pas possible, hein? Pas grave, si on est très motivé. C'est ça. Bon, je crois qu'on est pas mal. De toute façon, on voit l'équilibre. Jacques, comme vous allez réagir? Pourcentage. Est-ce qu'on peut avoir un pourcentage? Je suis pas sûr. Alice, si jamais tu arrives à avoir le pourcentage, tu pourras peut-être venir nous le donner. Sinon, on va dire qu'on est à la grosse louche. On est à quoi là? 35? Enfin non, oui, il faudrait les additionner les deux. Plutôt 75. C'est ça, oui. Ouais, parce que c'est plus que le double. Hein. Ouais, c'est plus que le double. Ouais. Plus que le double. Au moins 70-30, quoi. Donc voilà, au moins 70-30. Ça marche pour le premier. On passe à la deuxième question. Sur le logement, cette fois, une politique du logement doit pouvoir assurer à chacun l'accès à un logement décent ou de devenir propriétaire de son logement. La France des propriétaires. Donc là, on a un écart plus important, me semble-t-il. 20-80... Ouais, 80. 80, ouais. J'ai un biais, donc je... Ouais, 85-15, je dirais, c'est ça à peu près? Bon, je propose qu'on en reste là, on a les indications. Et en fait, il y avait un petit piège, c'est que Jacques a des chiffres comparables, en tout cas va pouvoir vous donner quelques éclairages sur la façon dont ces questions résonnent dans d'autres territoires ou à une échelle plus large. Jacques, c'est à vous. Oui, alors, en fait, ce sont 2 questions qui ont fait partie d'une grande enquête qu'on a menée avec donc Coros, où je suis... qui est mon affiliation à un groupe de recherche, Acadie, qui sont des collègues urbanistes, et on a fait faire ce travail par l'IFOP, mais on a beaucoup participé à la rédaction des questions. Il y a eu aussi une partie complètement ouverte, qualitative, sur les injustices subies. Donc c'était une enquête sur la justice, et en particulier sur la justice spatiale, c'est-à-dire sur la dimension géographique de la justice. Et bien sûr, la mobilité et le logement nous intéressaient particulièrement. Donc, je peux vous donner les résultats de l'ensemble des Français. Donc, c'était 4000 personnes, donc un sondage très très sérieux, très très fiable. Oui, merci. Donc, pour ce qui est de la mobilité, vous n'êtes pas du tout représentatif. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais... vous en jugerez, parce qu'en fait, 61% des Français ont choisi la première option, c'est-à-dire on doit pouvoir être complètement libre de choisir son mode de déplacement selon ce qui nous convient le mieux individuellement. Donc on pourrait dire une espèce d'irresponsabilité sociétale par rapport à la mobilité, alors que l'autre possibilité, c'était on doit prendre en compte d'autres aspects. C'était pas punitif, hein, c'était dans la réflexion. Donc je dirais que c'était assez facile de se donner une bonne conscience en répondant le 2. C'est
c'est ce que peut-être vous avez fait vous. Enfin, je veux pas vous accuser, hein, mais enfin, vous voyez l'idée. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point c'est important pour la majorité des Français de dire c'est une liberté fondamentale. Hein. Donc ça illustre aussi notre débat précédent. On ne peut pas plaisanter avec ça. Et on a retrouvé ça d'ailleurs avec une autre question qui portait sur le choix de l'école. On demandait aux gens, aux personnes interrogées, est-ce que si vous voyez que l'école où est votre enfant pose des problèmes, est-ce que vous le déplacez dans une école privée ? En sachant que ça va peut-être baisser le nombre de bons élèves dans l'école publique. Et donc, majoritairement, les gens ont dit intérêt de l'enfant avant tout. Et ensuite, on leur posait une question un peu comparable. On leur disait, mais OK, à ceux qui avaient dit « je déplace mon enfant », est-ce que vous considérez que c'est quand même dommage et que l'État, enfin la puissance publique, aurait dû éviter cette décision, ou bien est-ce que vous considérez que c'est tout à fait normal et donc la grande majorité de ceux qui avaient dit « je déplace mon enfant », qui étaient eux-mêmes majoritaires, ont dit « non, je m'en fiche que ça ait des conséquences. Ce qui est important, c'est que je puisse défendre l'intérêt de mes enfants. » Et donc vous voyez que, ce qui prouve une sincérité aussi des réponses. Donc, je ne dis pas que vous avez été moins sincère, mais vous, en tout cas, on sent que vous avez voulu prendre en compte cette idée que le choix de la mobilité, il a plein d'implications. Et alors, c'est intéressant quand même de voir, parce qu'on avait croisé avec plein de variables, hein, genre âge, sexe, profession, etc. Et c'est assez homogène, sauf dans les grandes villes, en fait, où justement il y a des transports publics et en fait c'est pas très difficile de prendre en compte les autres considérations puisque en fait utiliser les transports publics ou la marche à pied ça va être bon pour tout le monde, donc on va pas avoir besoin de faire d'efforts pour ne pas utiliser sa voiture, surtout si on n'en a pas. Hein, voilà, donc ils ont bien compris. Alors pour l'autre question, c'est un peu pareil. Hein, donc là, vous êtes beaucoup plus dans la moyenne nationale, puisque en fait c'est 71 contre 20. Vous êtes encore plus que la moyenne, partisan de l'idée que il faut assurer le droit au logement et pas le droit à la propriété. En fait, cette question, on l'avait posée parce que on avait remarqué que maintenant, beaucoup de gens disent on ne peut plus arriver à se loger. Ça veut dire on ne peut pas acheter. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il faut absolument être propriétaire. Et donc, personnellement, j'ai été très surpris par les réponses, parce que je pensais qu'au contraire, les gens allaient dire ce qui me semblait être la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le logement, c'est le seul bien qu'on a envie d'acheter. Même les voitures, on les loue maintenant. Hein. Et donc, les gens comprennent que l'immobilisation d'actifs, c'est pas en général une très bonne stratégie économique. Donc on pourrait penser que l'idée d'acheter son logement recule et que si on a un peu d'argent, on peut le placer avec un meilleur rendement que dans la pierre, enfin dans sa propre pierre. On peut le placer dans la pierre, mais je sais pas, investir dans une SCPI et avoir de meilleurs rendements que ce qu'on aura, surtout si c'est son propre logement qui ne nous rapporte rien. Donc on pensait qu'on allait percevoir cette évolution qui est très compréhensible parce que aussi les gens ont une vie plus compliquée, moins stable, et donc l'idée d'avoir un logement qu'on possède, c'est une espèce d'assurance en fait que au moins on aura un toit, même si les circonstances sont imprévisibles et potentiellement dures. Donc, mais ce qu'on a constaté dans les réponses, en croisant avec d'autres variables, c'est qu'en fait, ceux qui disent que c'est pas la propriété à laquelle ils tiennent, mais le droit au logement, en fait, ils habitent dans des endroits où tout le monde est propriétaire.
Donc, le problème est déjà d'une certaine façon résolu. Hein. Et donc, c'est dans les endroits où c'est beaucoup plus cher. Donc, en fait, ça dessine une carte du foncier, enfin, ou de l'immobilier en France. C'est-à-dire que là où c'est le plus cher, bien les gens qui n'ont pas réussi, et particulièrement les jeunes d'ailleurs, qui ne sont pas encore propriétaires, eux, ils disent qu'il faudrait avoir une politique qui nous permette d'être propriétaires. Donc vous voyez que dans ces deux questions, il y a un mélange en fait de points de vue généraux et de points de vue plus propres à chaque personne, à chaque situation, à chaque contexte. Donc merci d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. On passe un petit peu la parole à la salle. Juliette, je ne sais pas s'il y a des SMS. Y a-t-il des questions pour Jacques, pour Ferris ou pour Arthur d'ailleurs? Pourquoi pas? Y a-t-il des questions? Oui, il y a 2 mains qui se sont levées là-bas. Super. Oui, bonjour. Pour revenir sur ce qu'a dit Arthur, j'ai partagé un peu la même expérience avec Jardin dans la ville Argentan, qui est un chantier d'insertion, qui était pas à l'origine, qui n'était pas bio, qu'on a fait devenir bio. Et vous avez sûrement entendu parler, puisque c'était l'origine, même si nos convictions se sont séparées depuis avec Michel Onfray, on avait inventé l'université populaire du goût. L'idée, c'était justement que les gens qui sont sur le jardin puissent cuisiner les légumes qu'ils produisent. Et là, on s'est aperçu, au bout d'un certain temps, la même expérience, c'est qu'au début, les gens venaient un petit peu, les gens des jardins venaient c'était avec des grands cuisiniers étoilés qui sont venus à Argentan, venaient voir les conférences, venaient apprendre à préparer un plat avec des légumes, parce que c'était des légumes. Et puis on s'est aperçu vite fait que c'était tous les bourgeois qui sont arrivés, et les Ferrari arrivaient sur le jardin dans la ville, parce que fallait venir voir Michel Onfray, bien sûr, mais l'esprit de ce qu'on avait fait au tout début était complètement contrarié, quoi. Et on s'aperçoit ici sur Argentan, et je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent au Resto du Cœur, mais j'en connais certains avec qui je fais des maraudes sociales, ils nous disent, au Resto du Cœur, les gens veulent des plats préparés. Ils ne veulent pas consommer, ils ne demandent que des plats préparés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une habitude alimentaire, ils sont loin de pouvoir consommer, de cuisiner, tout ça, ils n'ont pas du tout cette habitude-là. Et donc, l'expérience du Havre, là, je pense qu'elle est vraiment intéressante, mais on est loin de ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont au Resto du Cœur ou au Secours populaire, mais ils pourraient témoigner de ce qui se passe. Et on est quand même aussi, je le dis, dans une ville où il y a 30% de gens au-dessus du seuil de pauvreté. Donc, et on voit de plus en plus. Et puis je voudrais un petit peu rajouter sur l'habitat aussi. On n'a pas parlé des gens qui vivent dehors. Bien sûr. Alors j'entends par exemple quand on voit il n'y a plus d'hébergement d'urgence pour les hommes. Les hommes sont à la rue. Ceux qui arrivent, qui débarquent du train le soir, ils n'ont pas d'hébergement. Et la ville c'est pas une responsabilité de la ville, c'est une responsabilité de l'État. Oui. Mais actuellement, on voit des gens dans des situations vraiment très 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 précaires. Merci de votre témoignage, monsieur. Je crois qu'il y avait quelqu'un juste à côté. Voilà, monsieur. Merci, bonsoir. Je voulais revenir sur la 3e question qui a été posée relative au mode de déplacement, qui me semble être une nouvelle fois une question relative à la question de la responsabilité individuelle et au rôle du politique. Donc, je ne me rappelle pas exactement des termes qui étaient employés, mais il y avait d'une part je choisis ce qui est le plus pratique et confortable pour moi versus je prends en compte d'autres facteurs. Donc en fait, je suis acteur et responsable aussi dans mes choix en tant que citoyen. Et il me semble que c'est aussi dépolitisant comme manière de
poser la question, parce que de fait, il y a aussi des structures et des superstructures qui favorisent ou non des modes de déplacement contre d'autres. On habite aussi dans un espace qui est pensé et construit par et pour la voiture, avec des espaces de parking. Et effectivement, au bout du compte, on peut dire tu as pris ta voiture pour aller acheter le pain. Ben oui, d'accord, mais elle est à 3 bornes et j'ai pas envie de marcher. Et en plus, il pleut. Donc, je vais pas y aller à pied. Et sauf que la ville a été construite comme ça. C'est pas moi qui ai choisi que le boulanger était à 3 km, en fait. Alors que, bien sûr, dans d'autres endroits, notamment dans les grandes métropoles, le boulanger, il est en bas et on peut y aller. Et revenir après sur le citoyen et lui dire tu as utilisé la voiture, tu as brûlé du pétrole, tu participes, etc. Bah oui, mais mettez la boulangerie plus proche. Et donc, je veux pas non plus dire la déresponsabilisation totale du citoyen, au sens où le citoyen, par définition en démocratie, a un pouvoir de vote. Et donc, les décisions politiques qui structurent les superstructures, en fait, il a aussi été partie prenante de ce choix-là, où il a pu décider en tout cas de l'être. Et je crois que je ramènerai peut-être cette question de la responsabilité individuelle sur le vote. Je vous rejoins complètement sur l'écologie des petits gestes, me semble être une impasse, ou en tout cas de tout faire reposer sur les épaules du citoyen pour changer le monde. J'y crois pas vraiment. Je pense pas que c'est avec des brosses à dents en bois qu'on va changer le monde. En revanche, on a le loisir de voter. Et pour terminer, juste sur un exemple très local, on a le plaisir dans la 3e circonscription de l'Orne d'avoir, donc qui est Argentan-Flers, d'avoir un député qui a proposé à l'Assemblée nationale un moratoire sur les énergies renouvelables. C'est-à-dire que le bonnet d'âne de l'Assemblée nationale, il est chez nous. Mais il n'a pas été élu tout seul. Je veux dire, il a aussi été élu par des personnes qui ont fait le choix de se déplacer et de voter pour lui, ou de ne pas se déplacer, ce qui contribue aussi à son élection. Donc je crois que je ramènerai peut-être plutôt, en tout cas c'est ma suggestion, la responsabilité individuelle sur le citoyen et son choix de vote. Alors, extrêmement intéressant, merci beaucoup monsieur, parce que vous faites le lien justement sur cette question de politisation, dépolitisation, et en rappelant, c'est vrai que beaucoup de personnes sont étonnées quand on fait des sondages comme ceux qu'on a montrés tout à l'heure, 85% des gens qui sont pour tout ça, mais alors ça ne se traduit pas du tout dans les urnes, hein. Jamais. Hein. C'est-à-dire, si ceux qui défendent ce genre de choses faisaient les mêmes scores aux élections, ça se saurait. C'est-à-dire que les gens pensent quelque chose, mais votent pour des programmes qui n'ont rien à voir. Donc là, on va toucher sur un autre sujet qui va être l'éducation civique, la compréhension du rôle des institutions, etc. Mais c'était vraiment, les deux interventions étaient extrêmement intéressantes. Jacques, une réaction ? Volontiers. D'abord, un coup de chapeau à la formule que je vais m'approprier. Les légumes doivent s'adresser à tout le monde. Et je trouve que ça résume superbement bien cette démarche, c'est-à-dire que vous avez commencé par faire de l'écologie, puis ensuite de l'économie, et puis vous avez découvert que c'était politique. Et donc le politique, c'est pas juste le vote. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, le vote ça compte, hein, mais ce qu'on voit dans ces exemples, c'est que il y a un mot en plus des petits gestes pour l'écologie que je déteste, c'est le mot pédagogie. Quand on dit les politiques doivent être plus pédagogues. Mais non. Nous, citoyens, nous ne sommes pas les élèves de ceux qui vocifèrent à l'Assemblée nationale. C'est eux qui devraient être nos élèves, parce que j'ai eu la chance de suivre la Convention climat, et les citoyens tirés au sort, peu importe le sujet d'ailleurs, hein, c'était climat, bon, c'était a priori chaud, mais justement, où la France est divisée, la France politique est divisée, ils s'écoutaient, ils se sont écoutés dès la première minute. Donc, pitié, ne vous prenez pas, politiciens professionnels, pour nos professeurs. Vous êtes en fait nos employés. C'est nous qui vous désignons parce que nous croyons à la force de la démocratie représentative, pour faire des choses qu'on ne pourrait pas faire par la démocratie directe. Donc la démocratie représentative, c'est bien, mais c'est nous, les patrons, en dernière instance. Et c'est pas parce que vous êtes élus que vous êtes meilleurs que nous dans la compréhension des enjeux. Donc l'exemple des légumes, c'est qu'ils ont essayé la pédagogie. Et justement, ça marchait pas. Sur des questions de gastronomie, de jardinage, etc., il y a une vraie attente, mais c'est justement un élément de l'émancipation. Les gens ont envie d'avoir une meilleure vie, de progresser dans leur vie en faisant des choses qu'ils avaient toujours rêvé de faire, avoir un jardin alors qu'ils habitent en ville, faire de la bonne bouffe au lieu de faire la viande hachée tous les soirs pour les enfants.
Et donc, on leur donne cette occasion, mais c'est eux les acteurs. Et donc, il me semble que ça, c'est aussi de la politique. Hein, ce que vous avez dit aussi sur le fait qu'il fallait aller sensibiliser à ce qu'on appelle en anglais « outreach », qu'on a traduit par « aller vers ». C'est un des grands enjeux de la politique. Dans nos sociétés où il y a une très forte redistribution, où il y a un État-providence extrêmement puissant, un des paradoxes, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont droit à des choses et qui n'en profitent pas. Et donc, vous avez fait la meilleure politique qui soit, faire de l'outreach et par ailleurs utiliser comme levier les volontés des individus ordinaires d'avoir une vie meilleure. Donc, je pense que là, on a tout. Et donc, c'est pas que le vote. Hein. Donc, je pense que le politique peut être extrêmement capillaire, peut se nicher finalement à chaque fois, par exemple, que quelqu'un se dit « je ne subis pas seulement, j'agis de telle sorte que finalement l'ensemble de la société va peut-être en profiter ». Et donc, dernier point, alors c'est vrai que, ce que vous avez dit, on a fait des villes de telle sorte, il y a quand même un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que donc, la périurbanisation, c'est le phénomène démographique massif de la France particulièrement, mais de l'Europe de l'Ouest en général. Hein. Il y a aujourd'hui entre 35 et 40% de la population qui habite dans les zones périurbaines, et il y en avait pratiquement zéro en 1970. Il y avait des agriculteurs, il y avait des communes en difficulté qui perdaient la population depuis des décennies. Maintenant, elles regagnent de la population parce que les gens y sont venus. Donc, l'idée que on nous a imposé une manière de faire la ville, c'est en partie vrai, mais en partie seulement, puisqu'en fait, toutes les enquêtes sur les gens qui habitent dans le monde périurbain le confirment. Les gens qui y habitent, ils sont contents en fait de ce mode de vie. Ils l'ont choisi. Parfois, c'est un peu douloureux financièrement, mais en gros, c'est relativement neutre financièrement par rapport au fait d'habiter en ville, parce que ce qu'on perd en coût de mobilité, on le gagne en coût du foncier. Donc, disons que ça suppose une certaine solvabilité. Hein. C'est pour ça que dans le périurbain, c'est là qu'il y a le moins de pauvres. Les pauvres, ils sont essentiellement dans les centres et dans les banlieues. Mais une fois qu'on y est, on est content. C'était souvent un désir très ancien. Les gens ont fait des économies pour y parvenir. Et ils savaient très bien qu'il n'y aurait pas un opéra ou une université à la porte de leur lotissement. Donc, il ne faut pas imaginer qu'ils sont des victimes et des victimes ignorantes. Donc, on est justement dans un complexe politique. Alors, c'est des décisions qui, pour certains, ont été prises il y a longtemps. Donc, ils peuvent aussi avoir changé d'avis depuis. Mais je pense qu'on est en plein dans le type de société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que les petits acteurs que nous sommes en tant qu'individus, on joue un rôle. Et donc, on ne peut pas dire que le fait qu'on soit un petit acteur nous dispense, nous exempte de réfléchir aux effets sociétaux de nos actes. Hein. Mais ça ne dispense pas non plus les grandes décisions politiques de se faire dans le bon sens, sous notre contrôle aussi. Je vais demander maintenant à un autre invité régional de nous rejoindre, et je veux bien qu'en régie, on projette ces slides. Je vais appeler Léopold Dolon, qui est le directeur d'Envie Maine. Il va nous expliquer, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette association quarantenaire, ce qu'est Envie. Je vous en prie. Et ce qui était intéressant, c'est que vous avez proposé de nous dire qu'il était tout à fait possible de bâtir une consommation différenciée, solidaire et responsable. Alors, déjà, merci pour l'invitation. Je trouve le débat passionnant et très inspirant. Donc, très rapidement, mais je voudrais après digresser sur différentes choses qu'a dit Ferry et puis Jacques. Donc, Envie est une structure en gestion désintéressée, c'est-à-dire qu'en fait, on est une organisation qui n'a pas de propriétaire. Donc, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de propriétaire. Moi, j'incarne la direction générale qui m'est confiée depuis 12 ans, et puis ça durera le temps que ça durera. On a été créé en 90. Aujourd'hui, Envie, c'est 7 structures juridiques. Il y a 200 collaborateurs au total. On a un peu moins de 160 salariés en parcours d'insertion. Donc, ça revient à ce qu'a dit Arthur sur le chantier d'insertion. On a 2 dispositifs, chantier d'insertion, entreprise d'insertion. J'insiste sur un chiffre qui n'est pas présent ici, c'est qu'on accompagne 300 salariés par an.
On fait à peu près 210 000 heures d'insertion réalisées. La durée de parcours, c'est à peu près 1 année. Et le dernier chiffre qu'on a mis, donc 8 salariés sur 10 retrouvent le chemin de l'emploi. Donc la finalité d'Envie, il y a 40 ans, ça a été de partir d'un principe, c'est que, alors faut se mettre 40 ans en arrière, hein, l'électroménager n'était pas accessible aux revenus modestes. On luttait, on était très militants à l'époque chez Envie, on luttait contre le gaspillage de l'électroménager, et on a souhaité mettre en parallèle une activité support qui permettait de remettre en selle des personnes qui étaient éloignées de l'emploi et les accompagner vers l'employabilité durable. Donc c'est ça le point de départ. Envie-Men s'est développé et donc maintenant on a une multitude d'activités. Et donc si on peut mettre la slide d'après, puisque j'avais un peu réfléchi à la question qui avait été posée. Donc nous effectivement on défend une consommation alternative. Alors Arthur parlait de consommation au sens alimentaire. Nous on est effectivement plutôt sur le réemploi, ce qu'on appelle la seconde vie. Alors moi je n'ai pas pour principe d'opposer le neuf et la seconde vie, parce que je pars d'un principe qui est relativement simple, que je pense que tout le monde peut comprendre, c'est que pour avoir une seconde vie, il faut qu'il y en ait une première. Et donc mécaniquement, il faut qu'on ait des objets neufs. En tout cas, nous, on travaille sur des appareils qui ont déjà une seconde vie, que ce soit de l'électroménager ou d'autres supports. Et on fait également une prestation de réparation pour pouvoir prolonger la durée de vie des appareils. On est dans une société qui est très consommariste, avec une économie linéaire. L'économie circulaire se développe, mais a quand même du mal à trouver sa place dans nos sociétés. Et donc et moi le premier, on prend l'habitude très rapidement de changer quelque chose plutôt que de se questionner sur la réparabilité. Et puis après, bon, je l'ai dit, il y a la notion d'insertion qui est tremplin chez nous, et l'accessibilité à l'électroménager aux revenus modestes. Moi, ce que j'ai trouvé très inspirant dans la remarque dans ce qu'a dit Ferry, c'est l'appropriation, en fait. Et moi, ce que j'essaye de développer depuis 12 ans chez Envie, au-delà de tout ce qu'on peut amener à faire, c'est que les salariés que l'on va accompagner pendant le temps qu'ils vont être chez nous, sachant qu'ils sont au maximum chez nous 2 ans. 12 ans, ça fait long. C'est de s'approprier les codes pour trouver un job, en fait. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et il y a effectivement une multiplicité de ce qu'on appelle de freins à l'emploi, qu'il faut qu'on lève un par un pour qu'on puisse avoir une sortie, ce qu'on appelle durable dans notre jargon, donc quelqu'un qui peut prétendre ensuite à un CDI, et c'est pas nous qui allons faire l'entretien. Donc on a énormément de freins à lever avant pour pouvoir permettre à ces gens de retrouver le travail. Et on a des supports qui permettent de créer du lien social. Je pense entre autres, et ça m'a fait vraiment penser à ça quand j'ai entendu l'intervention de Ferry, on a une activité de rénovation de cycle où on va dans certains quartiers du Mans pour pouvoir créer du lien avec des jeunes. Et le cycle se prête vraiment à ce type d'échange. Et nos encadrants s'arrangent pour que ça soit à un moment donné le salarié en parcours d'insertion chez nous qui transmette son savoir à des jeunes. Et donc on recrée du lien social comme ça. Voilà ce qu'on fait. Merci beaucoup, je crois qu'on peut l'applaudir. Merci. Vous voulez bien redescendre. Alors, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que finalement, il existe déjà et parfois depuis 40 ans des initiatives qui fonctionnent et qui permettent de concilier la justice sociale et la transition écologique, puisque là, on coche vraiment toutes les cases. Est-ce que Ferris ou Jacques, vous souhaitez réagir à ce stade avant que je repasse la parole à la salle? Moi, ça va. Ok, une question de la salle. Est-ce qu'il y a des SMS, Juliette? Pas de SMS. Y a-t-il une nouvelle question? Oui, ici. Je ne sais pas. Oui, alors Alice, on lui demande de changer les slides, de redescendre avec le micro. Donc elle court beaucoup, désolé. Ah, t'as besoin d'un micro? Merci. C'est une bonne question. Merci. Bonsoir tout le monde.
Ce matin, je voulais réagir et poser une question. J'ai entendu un partisan du RN dire que pour se préoccuper de la fin du monde, il fallait d'abord pouvoir ne pas se préoccuper de la fin du mois. Donc je voulais savoir votre réponse et comment vous pourrez lier, faire la fin du mois et ne pas aller non plus dans la fin du monde. Merci beaucoup. C'est en effet une expression qu'on entend beaucoup. Jacques, une première réponse ? Bon, on l'a toute faite. En fait, c'est vrai qu'entre le court terme et le long terme, il peut y avoir des conflits. Hein. Donc ça, c'est un phénomène, je dirais, global que n'importe qui dans sa vie personnelle et que les sociétés aussi. Je pense par exemple qu'un diagnostic qu'on peut faire sur la France, c'est que elle a sacrifié le long terme au court terme. Donc au-delà de l'endettement dont on parle beaucoup, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est le fait que on n'a pas investi dans l'école, on n'a pas investi dans la recherche. Hein. Dans la recherche, on est très bas. Je suis chercheur, donc faut pas que vous preniez ça comme quelque chose de corporatiste, hein, mais c'est très important pour la suite. C'est-à-dire que la recherche, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne sait pas comment la recherche fondamentale va donner lieu à des technologies, puis à des techniques, puis à des productions. Mais on sait que ça marche comme ça. Et que si on n'investit pas dans la recherche, c'est les autres qui vont en profiter avec un avantage compétitif. Donc on va aussi affaiblir l'économie. Au bout du compte, hein, c'est ce que le récent prix Nobel d'économie, là, Philippe Aghion, ce sur quoi il insiste depuis des dizaines d'années. Et donc franchement, l'Europe n'est pas très bonne, mais la France est la caricature de ce qu'il ne faut pas faire en s'endettant pour payer les dépenses courantes avec des révoltes, là je vais peut-être vous choquer, mais des révoltes contre l'augmentation de l'espérance de vie. C'est quand même notre spécialité en France. Il y a eu ça nulle part. Hein, donc le fait de vouloir transférer immédiatement les richesses supplémentaires dans du temps libre et pas aussi, hein, bien sûr que les deux se défendent. Donc, je trouve que la question court terme, long terme, elle nous habite de toute façon. Hein, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est quand même que sur le côté fin du mois, je pense, alors je sais pas si j'ai le temps de lancer. Ouais, c'est ça. Enfin, je ne relance pas, mais je veux juste dire que la justice sociale, c'est pas qu'une question de revenus. La France, c'est le pays du monde qui prélève le plus et qui redistribue aussi le plus. Hein. Donc c'est pas tellement sur le volet des revenus, c'est par exemple beaucoup plus sur l'échec scolaire. On fait pas grand-chose pour lutter contre l'échec scolaire, et pourtant c'est là que les capacités des individus, pour une grande part, se fabriquent. Hein. Donc vous voyez, le fait de ne pas être trop obsédé par les questions de redistribution monétaire, d'abord parce qu'on est plutôt bon, au contraire, dans ce domaine-là, et que c'est pas là que tout se joue. Merci beaucoup. En effet, l'heure tourne et je propose qu'on accueille notre dernier invité régional, qui est Tom Guadagnin de la COP des territoires. Une des façons de concilier les deux, comme de régler beaucoup de problèmes, c'est la question de la coopération. Et je crois que Tom va nous parler de coopération. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de redites et de revoir un peu ce que j'avais prévu de témoigner aujourd'hui. Et en plus, on n'a plus que 3 minutes. Alors, effectivement, moi, je suis de base animateur socioculturel, bercé par les mouvements associatifs et d'éducation populaire depuis au moins mes 6 ans. Et après 30 ans en Sarthe, dans un milieu rural, je découvre depuis 3 ans un autre milieu rural entre Briouze et Flers, où par rapport à là d'où je viens, ça fourmille d'initiatives citoyennes, collectives, privées, etc., qui toutes d'une façon ou d'une autre travaillent sur ces enjeux de transition écologique. Et puisqu'une des questions aujourd'hui, c'était l'innovation sociale et dans quelle mesure on peut faire travailler en même temps écologie et dialogue sociétal, on va dire. Je voulais mettre une note d'espoir. Je pense qu'il y a des sujets autour desquels on peut se retrouver parce qu'on construit non pas contre quelque chose, mais pour quelque chose. Donc, trouvons ces sujets non clivants qui vont rassembler un large panel, on va dire, de populations et de parties prenantes. Il y a des sujets autour de l'eau, autour des convivialités, des choses comme ça qui peuvent rassembler.
Et les postures que moi j'observe et qui semblent à éviter, en tout cas à considérer, c'est, on en a un peu parlé, mais tout ce qui va relever. Le conflit d'usage, c'est peut-être la face émergée de l'iceberg, parce que derrière, ce qui se produit, c'est les sensations de mépris, de déclassement, de personnes qui peuvent, même sans le vouloir, prendre des postures de sachant, en arrivant dans des territoires et en expliquant, en prêchant une espèce de bonne parole. Et les exemples qu'on a pu donner avant moi, je trouve, l'illustrent bien. C'est pas en expliquant comment faut faire que ça fonctionne, c'est d'abord en habitant un territoire, en considérant son historicité, les personnes qui s'y trouvent, et en étant dans des dynamiques plus d'éducation populaire, pour reprendre ce terme, de comment on est dans le faire et comment au quotidien on accompagne des groupes d'habitants, des groupes de parole, etc. Et donc moi là en ce moment je travaille pour plusieurs structures de l'Orne, alors principalement entre Flers-Briouze et Putange-le-Lac pour le moment immédiat on va dire. Et on travaille sur les notions de coopération. Et je voudrais juste replacer un petit concept qui outille nos pensées, c'est comment est-ce qu'on construit les savoirs aujourd'hui. Principalement, on parle de triple hélice, donc d'une construction des savoirs entre les grands laboratoires, les grandes entreprises et l'État. Et on en a oublié au fur et à mesure la composante, à mon sens, citoyenne et de la société civile. Et pour moi, le vrai levier, c'est comment on construit des savoirs en réintégrant cette dimension citoyenne pour que tout un chacun se sente concerné, demain soit ambassadeur de ces nouveaux comportements. Et donc recréer ou continuer à créer, parce qu'il y a plein de personnes qui le font déjà, et on peut aller jusqu'au mouvement du scoutisme avant les dernières guerres mondiales, etc. Comment on remet ça et on réinjecte ça dans nos quotidiens d'acteurs d'un territoire. Avec les Fourmis Vertes, par exemple, qui est une ressourcerie à Landissac au-dessus de Flers, il y a des ateliers autour du réemploi. Et ce ne sont pas des ateliers, on va dire, techniques ou explicatifs, c'est qu'on va dans les QPV avec des jeux en bois et des terrains d'aventure faits de matériaux de récupération. Et c'est d'abord à travers le ludisme, on va dire, et du coup le faire, que petit à petit, on peut après amener des personnes à s'interroger davantage sur qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et je trouve que ça reprend aussi l'exemple de cuisiner et non pas qu'on nous explique que c'est bien de manger bio, quoi, pour leur dire comme ça. Et enfin, parce que les 3 minutes, ça passe vite, est-ce que je voulais délivrer un dernier message ? Oui, pour moi, cette notion de coopération, c'est... on a dévitalisé depuis des décennies de politique publique les espaces de coopération qui pouvaient rassembler les différentes parties prenantes d'un territoire. Comment aujourd'hui on recrée ces espaces pour travailler, construire ensemble? À quand un espace où on va pouvoir travailler sur des sujets concrets entre la CCI, le labo en sciences sociales du coin ou en agro, la collectivité locale et du coup cette fameuse 4e hélice de société civile et d'habitantes et habitants. Donc pour moi c'est des espaces comme ça autour duquel on va pouvoir inventer, se retrouver, apprendre à se connaître autour d'enjeux communs. Et je finirai par citer Théodore Monod, qui écrivait, alors c'est peut-être pas le seul, l'utopie n'est pas l'irréalisé, mais l'irréalisable. Je recommence, l'utopie c'est à l'envers, n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils sont super nos invités régionaux, non ? Ça marche plus. Si, ça marche. Je trouve que bravo pour le choix des invités régionaux. Ils ont été extrêmement éclairants. Je vais proposer maintenant à chacun de nos 2 grands invités de conclure cette soirée, puisqu'on est arrivé à la fin. Ferris, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de conclusion ? Et ce qui serait intéressant, un petit peu au même titre que ces interventions qu'on a eues, c'est de terminer sur des exemples positifs ou sur quelque chose qui motive l'ensemble des participants à cette université populaire des transitions à repartir en se disant, bah oui, il y a plein de choses à faire, il y a des solutions, il y a des exemples qui marchent, et c'est quand même d'abord ça qu'il faut retenir du sujet. Ferris, c'est à vous. Alors, moi, je voulais rebondir rapidement sur fin du monde, fin du mois, et ensuite je donne quelques exemples. Ok. Et on finit là-dessus. Mais déjà, juste sur ce point-là, je voulais effectivement dire que cette opposition, elle est catastrophique. C'est-à-dire que la fin du monde aggrave la fin du mois.
Et donc cette opposition un peu post-matérialiste qui consiste à dire les gens n'ont pas la capacité intellectuelle de se projeter, donc il faut regarder le frigo avant de regarder ce qui va se passer, c'est faux. Parce que c'est à nouveau une vision occidentale très blanche, très centrée sur l'actualité du réchauffement climatique et ce qui va se passer dans 10-15 ans. Mais c'est déjà le cas. Déjà aujourd'hui, il y a des territoires inhabitables, Jacobabad au Pakistan, As Al Khaimah qui devient inhabitable de plus en plus, des territoires qui depuis longtemps sont saccagés en termes de pollution et d'extraction de ressources. Donc en fait, considérer la temporalité du réchauffement climatique comme quelque chose qui va arriver plus tard, c'est un privilège. C'est quelque chose qui serait juste occidentalement parlant, quelque chose qui maintient ce déni-là de domination. Et il faut regarder donc, nous c'est la note d'espoir, c'est quand on va sur des populations qui effectivement parfois sont dans une précarité extrême. Moi là dans mon quartier, quand je commence à parler d'écologie, ils me disent mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a 2 gars qui me cherchent là avant 18h, j'ai rien à cirer des ours polaires, je les mets dans un kebab à Gare de l'Est, toi tes ours polaires. Donc c'est pas ça bien sûr qu'il y a une question de temporalité, mais ce qui est magnifique, mais ce qui est fort, c'est qu'on a pu constater qu'en accompagnant ces jeunes-là, en faisant en sorte de donner des perspectives à la fois d'émancipation, parce qu'il y a des jeunes qui se retrouvaient parfois en sortant de l'école de la deuxième chance et 3 semaines plus tard à former à l'Assemblée nationale des députés, parce qu'on a eu des trajectoires de vie qui sont absolument incroyables. Récemment, on a fait une formation pour 100 œuvres pour le climat pour le musée d'Orsay. Et ben, on avait des jeunes de chez nous qui devenaient médiateurs, qui s'intéressaient à ça, qui commencent à me dire mais Ferris, moi j'ai envie d'écrire un film en fait de la prison à l'écologie, comment on fait, et qui commencent à essayer de vouloir raconter les violences qu'ils vivent et faire en sorte d'ouvrir la porte dans leur quartier, dans leur territoire. Donc je pense que tout est une question de manière et que effectivement il y a cette question de temporalité qui peut se poser, mais qui peut vite se pallier en étant en mesure de donner les outils, à la fois les outils éducatifs, c'est de l'éducation populaire stricto sensu, mais aussi des outils culturels. Et en termes de bonnes nouvelles, ça reste des exemples très personnels, individuels et précis. On n'est pas sur des mouvements collectifs, mais nous, en tout cas, avec Banlieue Climat, on le voit, on a eu nos accréditations pour aller à la COP30 avec un groupe de mamans et de jeunes pour aller justement défendre la voix de la jeunesse populaire partout, parce on forme en France, mais ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a formé beaucoup en Italie, à Bruxelles, en Allemagne aussi 2 fois. Et donc l'idée, c'est de venir porter la voix des premiers concernés jusqu'à la COP30. Ça va pas changer grand-chose, mais au moins on pourra dire qu'on a tout essayé. Comme ça, le jour où la radicalité s'installe, eh ben, elle sera légitime parce que tous les moyens auront été épuisés. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on peut l'applaudir. Merci Ferris de votre participation et de tous les propos que vous avez prononcés. Jacques, le vrai mot de la fin pour vous. Après ça, c'est difficile. Dans notre enquête dont je vous ai parlé, il y avait une question. Vous, personnellement, comment contribuez-vous à rendre la société plus juste ? Et ça pouvait être par le militantisme, par le vote, etc. Et la réponse qui a eu le plus de succès, correspondant à 40% des personnes interrogées, c'était par mon mode de vie. Donc, ça nous a surpris. Ça veut dire que c'est une bonne réponse à la question de la responsabilité. Ça veut dire que les Français comprennent que leurs choix personnels, les plus intimes, leur manière d'habiter, ont des effets sur l'ensemble de la société. Et donc, je crois que les exemples magnifiques qu'on a eus nous prouvent aussi le rôle particulier de ces accompagnateurs qui ont parlé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au-dessus des gens auxquels ils s'adressent, ils sont des gens qui vont aider ces gens-là à activer en fait quelque chose qui est déjà en eux, qui est de monter sur la scène finalement, de comprendre qu'ils ont des ressources pour être des acteurs et de mettre ces ressources en action. Et donc moi j'aime bien cette expression de dire, puisque moi je trouve que l'habiter c'est une très bonne ressource avec ses multiples aspects, c'est faire monter les acteurs, les habitants sur la carte. Donc la carte, je suis géographe, des formations professionnelles, mais vous voyez l'idée, c'est l'idée que les gens ne se pensent pas seulement comme des gens qui subissent la carte des autres, mais qui fabriquent la carte
encore irréalisés. Magnifique conclusion. Merci beaucoup, Jacques. Nous avons terminé cette session. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à suivre le calendrier des prochaines, à en parler autour de vous de l'Université populaire des transitions. Il faut qu'on soit encore plus nombreux les prochaines fois. Merci au public d'avoir joué le jeu et merci encore à nos 3 super intervenants régionaux. Bonne soirée à toutes et à tous.